je vais vous montrer de la transe profonde, par exemple. Donc, à une époque, avec les copains, on faisait de la street hypnose. Et je vais vous montrer, par exemple, de la transe profonde sur un sujet. Street. Alors, j'avance un peu. Donc là, elle est phénomène hallucinatoire. Ah bah, il aimait vraiment. Donc, je lui fais imaginer que dans sa main, elle a un petit, alors je ne sais même plus si c'était un chien, un chat, peu importe. Voilà. Microscopique. Hein. Je peux le caresser ou pas? D'accord, bon, ok, je ne comprends pas. Hein. Très bien, très bien, très bien. Il est quand même sympa, quoi. Ok. Super. Impeccable. Ah bah dis donc, il a l'air bien sympa. Tiens, viens, tu veux caresser Camille? Ouais, ouais. Bon. 1, 2, 3, et tu dors. Ok, super, Camille. Non, Gabriel, si je t'appelle par le nom de ton chien, ça va pas aller. Alors maintenant, Gabriel, on va faire un dernier truc, un truc de dingue. Ok? Maintenant, tu vas voir, il va se passer un truc très bizarre. Tu vas avoir un super pouvoir. Est-ce que tu vas avoir un super pouvoir français? Niçois. Ce super pouvoir niçois, tu vas montrer un objet avec le doigt et il va se soulever dans les airs. Ok? Alors ça, c'est un truc de dingue. Hein. Ouais. Ça, c'est quand même un peu énorme. Alors, je vais prendre une bouteille d'eau, parce que je n'ai pas de super objet, mais bon. Et maintenant, ce qui va se passer, il va se passer un truc très, très bizarre. Quand je vais claquer des doigts à 3, tu vas entendre uniquement ma voix et je serai complètement invisible. OK? Complètement invisible. J'aurai complètement disparu, tu n'entendras que ma voix. Et tu vas avoir devant toi une bouteille d'eau qui va flotter dans les airs. Et juste avec le doigt, tu vas pouvoir la faire bouger en l'air et la déplacer en l'air comme tu veux. 1, 2, 3. Voilà, donc là, le sujet, c'est une transe profonde somnambulique avec des phénomènes hallucinatoires, hallucinations positives, hallucinations négatives. Donc, volontairement, le but, c'est de vous montrer que la transe profonde, c'est une transe qui est hyperactive, qui n'est pas du tout une... Ça, c'est la transe profonde dite somnambulique, c'est-à-dire c'est vraiment une transe d'hyperactivité. On a éveillé au maximum le subconscient du sujet pour avoir des réponses automatiques au niveau du corps et de l'esprit. C'est la transe d'hypnose de spectacle, en fait. Et puis après, on a une deuxième option qui est ce qu'on appelle la transe profonde stuporeuse. C'est à ce moment-là le ralentissement psychologique et physiologique. C'est-à-dire le sujet, entre guillemets, on l'endort, on le ralentit, on a vraiment cette sensation où au plus on descend, et ça comme le dit Sandrine, comme le dit Franck, au plus on descend, plus on a l'impression qu'au bout d'un moment, il a du mal à parler, etc. Donc, pour amener de l'eau au moulin de la discussion, c'est selon vous, qu'est-ce qui est intéressant de développer en thérapie? De la stuporeuse. Pardon, excuse-moi, de la somnambulique. La somnambulique stuporeuse, c'est intéressant par rapport aux douleurs. Ouais. Quelle autre indication tu verrais, par exemple, en transe profonde stuporeuse? A priori, mais moi, ce n'est pas ma tasse de thé, ça serait... moi, je ne l'utilise pas comme ça, hein, mais ce qu'on peut lire, je pense, c'est tout ce qui va être lié à l'énergisation, retrouver, entre guillemets, de l'énergie. Je suis crevé, je fais comme ça et ça me fait du bien. Et pour moi, ça renforce le personnage. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont une utilisation spécifique de la transe stuporeuse profonde? Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au niveau médical, DU de médecine, enfin moi, ceux que j'ai suivis, en fait, ils font pas bien la distinction véritablement entre trans somnambulique et trans stuporeuse. On travaille plutôt côté versant stuporeux, enfin je pense. Et moi, dans ma pratique, que ce soit sur les algodystrophies, enfin, je travaille aussi pas mal la douleur. Je suis plutôt dans la transe versant modérément stuporeuse. D'ailleurs, je fais pas effectivement d'anesthésie totale, mais dans ma pratique, c'est vraiment plutôt direction stuporeuse. Moi, somnambulique, j'ai pas. Enfin, peut-être qu'il y a des fois, sans le savoir, effectivement, quand on voit, mais j'ai pas été du tout formé, curieusement, par rapport à ça, quoi. Alors, j'allais dire c'est normal parce qu'en fait, euh, les écoles néo-ericksoniennes françaises
et toi, tu avais fait le DU avec Benayem. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, attache de l'importance surtout à l'hypnose conversationnelle ericksonienne. Or, il faut savoir que Erickson ne travaillait que en transe profonde somnambulique principalement. Et il y a une seule page dans les Collected Papers où à un moment donné, il y a Rossi qui lui demande mais la transe tuporeuse, vous l'utilisez pourquoi, etc. Et comment vous la produisez? Et à ce moment-là, Erickson dit bah, c'est très simple. Et il dit, on met le sujet, on le fait fixer un point et on lui dit, fermez les yeux, go deeper, go deeper. Et il y a 3 pages de go deeper, tout simplement. Et en fait, le seul intérêt, et Richard a raison de le dire, c'est tout ce qui touche au corps, c'est-à-dire intéressant pour les douleurs, l'hypnoanalgésie, l'hypnoanesthésie, et très intéressant pour les phénomènes de burn-out. Voilà, récupération énergétique, parce qu'en fait, dans cette transe-là, on débranche grosso modo le corps et l'esprit. Douleur aussi chronique, etc. Donc, On travaillerait plutôt sur le parasympathique en stuporeux, beaucoup plus fort. Exactement. Ouais. Tu as tout compris, c'est ça. En fait, tu actives tous les processus du ralentissement psychologique et physiologique du sujet. Voilà. D'accord. Donc recharge d'énergie, ouais. diminution du stress. Ouais. Et les expérimentations les plus dingues qui ont été faites, c'était à l'époque antique, en Égypte ancienne, où ils avaient ce qu'on appelait des temples du sommeil, où les sujets étaient plongés dans cet état-là pendant 3-4 semaines d'affilée. Et les études en neurosciences montrent qu'en fait, dans cette transe-là, quand tu plonges suffisamment longtemps le sujet, alors malheureusement, ce n'est pas modélisable aujourd'hui, mais quand on met des transes profondes on va dire une semaine, ça a été fait expérimentalement en laboratoire, on a une régénération au niveau tout simplement du cerveau, au niveau du corps, de l'esprit, des fonctions physiologiques qui se rapproche en fait d'un coma artificiel. Au niveau cérébral, ça tend vers ça. Et c'est comme ça qu'on a le coma hypnotique, en fait. Tout simplement en ralentissant toutes les fonctions vitales, quoi. Oui, parce qu'on a démontré ça en méditation, qu'on modifiait la structure cérébrale, mais en hypnose, je n'ai pas vu pour le moment d'études comme ça. Mais effectivement, personne ne laisse aussi longtemps son sujet, enfin son patient en hypnose. Non, après, on ne peut pas le modéliser au cabinet. C'est pour ça que modéliser l'hypnose ericksonienne d'un point de vue conversationnel, alors que lui, il l'utilisait sur des transes de 6 à 8 heures, ce n'est pas modélisable sur des séances qui durent 1 heure, 3/4 d'heure, des séances d'hypnose, on va dire classiques, quoi, de cabinet, quoi. À mon sens, il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est de définir, en fait, on voit bien que dans la transe, il y a deux orientations. En fait, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Il y a 2 définitions de la transe. Alors, bon, déjà il y a plusieurs niveaux de transe. Voilà. Classiquement, on dit qu'il y a l'état hypnoïdal, mais bon, on ne va pas en parler. De la transe légère, de la transe moyenne, de la transe profonde. Au-delà de la transe profonde, et on l'avait abordé au tout premier Virtual Chapter, tout ce qui était expérimentation, style, on va dire, Simpson Protocol, état, je pense à Hyperamperia, etc. Tout ça, c'est des trucs un peu expérimentaux, qui c'est beaucoup lié à la croyance du sujet. Par contre, d'un point de vue médical et scientifique, il y a 2 transes qui sont très, très bien documentées. C'est la transe somnambulique, transe profonde, et la transe tuporeuse. Il y a des études, et la plus récente, c'est 2018, là, l'Hypnoscience Project, qui montre toutes les modifications physiologiques au niveau du cerveau, l'imagerie cérébrale. Je te l'avais envoyé, Marc, d'ailleurs. Et en même temps, au niveau des constantes physiologiques, c'est-à-dire cardiaques, ventilatoires, neurochimiques, etc., entre les 2 transes. Elles sont bien identifiées. Et en fait, dans l'une, on prend le sujet et on ralentit. En fait, on prend sa conscience, corps et esprit, et on ralentit petit à petit, donc ralentissement du sujet, alors que dans l'autre cas, et c'est la transe qu'on a vue au niveau hypnose de spectacle, c'est l'inverse, c'est-à-dire en fait, on va amplifier le subconscient au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Donc, c'est 2 dynamiques qui sont pas contradictoires parce qu'on va voir qu'elles peuvent être liées, mais qui sont très, 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 très différentes au niveau de la finalité, au niveau de l'indication et surtout au niveau de la méthodologie, au niveau de la technique qu'on va utiliser pour créer un type de transe et le premier type de transe somnambulique et l'autre type de transe somnambulique, suporeuse.
Qu'est-ce que vous avez comme technique d'approfondissement? Qu'est-ce que vous utilisez, par exemple? Le fractionnement, moi, c'est ce qu'on m'a appris comme technique pour puis autrement, une phrase toute bête, l'inconscient, c'est emmener le corps plus profondément. Et c'est vrai que souvent, je vois le patient descendre, alors peut-être pas à des niveaux ultra profonds, hein, mais ça l'aide à descendre un peu plus profondément. Ouais. Et ça me semble simple, mais il y a sûrement d'autres techniques plus puissantes. Ouais. Moi, j'utilise le fractionnement et beaucoup de suggestions de sommeil. Beaucoup. Avec toute la description quand on s'endort. Bon. Bon. Avec des suggestions même négatives, ne vous endormez pas tout de suite, ne vous détendez pas volontairement. Voilà. Et donc ça marche bien parce que ça détend bien les gens qui ont peur de ne pas y arriver. Et ensuite, vraiment beaucoup tout ce qui peut être synonyme du sommeil, l'endormissement, la somnolence, etc. Avec les métaphores de descendre. Quelquefois en comptant et 2 fois plus, hein, sur le modèle Deeper and Deeper. Ouais, fractionnement aussi, et pas mal de suggestions verbales et paraverbales, dans les sons et dans l'attention sur les ressentis, suggestions de lourdeur, d'approfondissement. Et des fois, suite à des ruptures de pattern, un peu comme en strip, image des escaliers à chaque marche, un étage plus lentement, avec des fois un peu de kinesthésique sur des appuis très légers sur les épaules. Des choses comme ça. Les autres. Là, désolé. Vas-y. Allez-y, Oui, pas c'est tous à la fois. C'est surtout les paroles, parce que comme je travaille avec les enfants, c'est surtout avec les suggestions de faire du vélo, de jouer à un jeu aux consoles. Donc, je fais de sorte comme une manette et ils ont la manette à jouer à un jeu de console. Donc, c'est surtout ce qui est rapport avec les hobbies des patients. L'imagination. Ouais. Moi, je vais utiliser beaucoup 2 éléments. Le premier, ça va être le corps. Donc, moi, j'aime bien, par exemple, amener les 2 doigts doucement vers eux. Et c'est eux-mêmes qui, à un moment donné, par exemple, vont se dire 4 fois, c'est un truc à la Jacqueline, ça, 4 fois, relax en eux. 4e fois, c'est eux qui ferment les yeux. Puis moi, et puis à un moment donné où ils ont décidé de fermer les yeux, je vais toucher le point là. Puis de temps en temps, à chaque fois que j'appuierai là-dessus, ils vont aller plus loin. Et puis après, ils vont aller plus bas. Puis après, j'appuie sur les épaules avec beaucoup de bruit. Un peu la Jordan Dero, là. J'ai fait beaucoup de bruit. Vraiment, j'appuie maximum. Et puis, je retouche ici. Puis, je prends les mains. En fait, je m'amuse et j'aimerais qu'ils s'amusent aussi. Je prends les mains sont hyper lourdes. Dans un premier temps, j'essaie de suggérer tout ce qui est lourdeur. Les mains, parfois, je bouge un petit peu la tête. Je leur demande, je rappuie là-dessus. Et puis, je fais des espèces de MDR purement auditifs avec les mains, comme ça. Et ensuite, dans un 2e temps, je vais essayer de les relever. Par exemple, les mains, maintenant, hop là, elles étaient lourdes, maintenant elles sont légères. Pour vraiment créer des catalepsies, faire en sorte qu'elles tiennent, vraiment qu'elles tiennent. Et puis j'essaie de me débrouiller pour qu'elles tiennent. Et là, je vais demander, moi, ça dure 5, 8, 10 minutes, tout doucement. Est-ce que des tensions montent? Est-ce que des tensions dans le corps remontent? Alors, j'aurais expliqué, est-ce que j'ai une tension? Et là, j'attends qu'ils se rendent compte qu'il y a un truc qui bouge. Et je ne sais pas où ça va être la tête, etc., machin. Et à partir du moment où ils commencent à se rendre compte qu'il y a des mouvements involontaires, alors c'est souvent les mains quand elles sont en l'air, mais parfois c'est le ventre, etc. Ils sont étonnés, ça se voit. Hein. Évidemment, c'est les papillotements des yeux, c'est parfois la tête qui bouge, etc. Et là, à ce moment-là, moi, je continue à aller plus profondément avec des éléments musicaux et vibratoires. Soit j'ai des bols, et ça vibre de partout, des bols tibétains, soit, et ça c'est ce que je fais depuis 3 semaines maintenant, j'ai un peu plus que 3 semaines, un grand gong. Bon, et je suis devant eux, et je tape sur le gong, et les gens, au départ, je pensais que ça allait les faire rire, mais pas du tout.
il tombe franchement Ouais. très profondément. Mais vraiment, vraiment c'est profond et c'est pas un gong au sens pour les gens d'un certain âge comme moi, genre Cocorico Cowboy il y a longtemps où c'était pub. Non, non, c'est tout doucement, un petit bruit, vous savez, tout doucement, et je leur demande, vous êtes en présence de, je sais pas moi, votre conjoint, vous vous souvenez de ce moment-là, vous vous connectez à, et de plus en plus, et là on se rend compte qu'ils vibrent de partout, et pour moi il y a des mêmes explications physiologiques, et là vraiment ils sont pour moi profonds à ce moment-là, et ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Et je sais que c'est un peu particulier, hein. Ouais. Mais ils ont une expérience. Bah, dis donc, tu nous en as bouché un coin là. Richard, il a beaucoup d'imagination toujours. Non, mais je vous assure. Mais on plaisante. Non, 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 mais moi-même, au début, je me dis, putain, il faut avoir un peu, faut y aller, hein. Mais vraiment, là, en termes de ressenti du client, c'est-à-dire que des mouvements involontaires, quand vous allez vers 2, 3 éléments de sa vie, il se passe vraiment des trucs de dingue. Vraiment. Et c'est Ça assez. fait penser au trance chamanique, ce que tu dis avec le gong et les bruits de tambour, hein, d'après ce que j'en ai entendu. Si tu veux, mais moi, comme j'ai expliqué un petit peu avant comment je travaillais, etc., ils sont surpris parce qu'ils ne le voient pas, je le planque un peu, hein. Mais ça leur fait, à chaque fois, je leur demande après un petit débriefing, vraiment, il y a des mouvements totalement involontaires, ils voient des trucs, et en général, c'est une expérience qui est plutôt agréable pour eux, alors que le sujet que je vais aborder n'est pas agréable. Et après, vous avez le droit de trouver ça complètement con, hein. Moi, je trouve ça très, très intéressant parce que de toute façon, tout est suggestion. Mais surtout, ça, tu sais, ça rejoint historiquement. Tu sais qui utilisait ça de façon outrancière? C'était Charcot à la Salpêtrière. Non, Pour amener de l'hypnose, ils utilisaient soit des lampes énormes comme ça, des gros flashs, soit des… Mais alors par contre, là, c'était des gongs de scène 1 mètre sur 2, tu vois, les trucs. Bon. Mais tu amènes n'importe qui en transe avec ces techniques-là, hein. C'est hyper puissant parce que c'est vibratoire, c'est kinesthésique, c'est auditif, c'est… Ah ouais. De toute façon, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et donc, le juge de paix, à la fin, c'est ton client qui se sent bien, qui est content. Et c'est tout ce qui compte, hein. Exactement. Et, le reste, Ça marche. c'est la théorie. En tout cas, ce n'est pas du tout stuporeux, quoi. Alors là, Non. Et comment ça s'appelle, du coup? comment ça s'appelle? Ouais. Le fonctionnement théorique de tout ça, c'est de l'éinothérapie. Et oui, 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 j'étais là quand on avait parlé de ça. Voilà. Mais Ah oui. après, le nom, il n'y a pas de nom particulier. Le Mais nom de la vraiment, transe. voilà. Et moi, j'explique aux gens que je vais associer du cognitif en disant penser à telle ambiance, à tel moment, à telle chose, et puis comment je pourrais dire ça, du physiologique avec des tremblements, etc., chercher des tensions dans du corps. Voilà. Et parfois, quand je les connais bien, mais c'est souvent le cas, je les allonge. Voilà. Pour varier un peu, quoi, hein, les plaisirs. Sans ambiguïté. Non, non, mais je leur demande toujours, ils sont libres de dire non. Et à ce jour, personne n'a jamais dit non. Et j'ai fait la semaine dernière avec une nana de 82 ans qui avait trouvé ça super. Est-ce que tu l'as allongé entre 2 tréteaux Ah, à la Charcot? Non, non. Non, mais je vous dis ça parce que j'avais entendu il y a quelque temps, je voyais des gens et je trouvais ça bizarre, étonnant. Et puis, moi aussi, j'avais parfois des gens très stuporeux, etc. Et, je trouve que c'est une méthode vraiment intéressante. Voilà. Et imaginez que les gamins, ils adorent ça, quoi. Les adultes aussi, enfin, voilà. C'est aussi une expérience. Et je trouve qu'il y a une certaine forme de profondeur sans qu'on aille dans une rupture de pattern. Il y a une certaine forme de douceur, même si on pourrait penser que la musique qui arrive comme ça peut l'être.
Alors, pour Julie qui vient d'arriver, on a plein de questions sur la profondeur de transe, sur qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, sur les transes profondes, etc. Donc, pour te faire un petit bref récap, la première question qu'on s'était posée, c'est est-ce que la profondeur… Alors déjà, première définition, qui sait ce qu'est la définition de la profondeur de transe? Parce qu'en fait, il y a un piège, enfin, ce n'est pas un piège, mais il y a une… On va le comprendre après, mais il y a vraiment une différence entre ce que l'on voit et ce que l'on vit en hypnose. C'est pour ça que c'est toujours important de faire de l'auto-hypnose pour comprendre de l'intérieur le truc et pas en avoir une vue extérieure. Alors, je vous le dis, en fait, la définition médicale de la profondeur de transe, c'est la suggestibilité. Augmenter la profondeur de transe, c'est augmenter uniquement la suggestibilité du sujet. Profondeur égale suggestibilité. Donc, un sujet qui est en transe profonde, on dit que c'est un sujet qui est hyper suggestible. Ça veut dire quoi être suggestible? Ça veut dire accepter les suggestions, tout simplement. Voilà. Donc, souvent, il faut vraiment se sortir de la tête cette notion de profondeur de transe liée à un ralentissement, liée à un endormissement, même si on va beaucoup utiliser des mots comme sommeil profond, dormir, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau, il comprend instantanément ce qu'on attend de lui. Quand on fait une rupture de pattern, on va dire dors ou bien sommeil profond, etc. Moi, souvent, pour qu'il n'y ait pas le débat avec le patient qui te dit « Ah, mais j'ai continué à tout entendre, je ne dormais pas ». Donc, souvent, systématiquement, quand je fais la suggestion sommeil profond, je dis sommeil profond tout en continuant à tout entendre. Donc, le cerveau, il sait où il va, mais en même temps, tu l'as prévenu que ce n'est pas comme du sommeil profond, en fait. Et par contre, c'est toujours très intéressant de faire uniquement des techniques ou des mots qui ont ce côté-là. C'est-à-dire, même si on dit vous allez aller plus bas, plus loin, plus profond, etc., en fait, pertinemment, on sait qu'on ne l'enfonce pas, qu'on ne le descend pas plus bas que le 3e étage, etc., ou qu'il ne va pas aller sous terre. Mais c'est juste qu'on va augmenter sa suggestibilité. Le but de la transe, en fait, c'est juste un moyen, en fait, d'obtenir l'acceptation des suggestions. Donc, au plus on augmente l'hypersuggestibilité du sujet grâce à des techniques, qui sont les techniques d'approfondissement, au plus on va avoir des résultats thérapeutiques intéressants. La première question qu'on s'était posée, donc ça, c'était la définition de la profondeur. L'un truc sur lequel on est tous d'accord, c'est que ce qui empêche d'aller en transe, le seul facteur qui empêche d'aller en transe, c'est l'inhibition. Si on a peur, s'il y a quelque chose qui nous dérange, s'il y a quelque chose qui nous gêne, on ne va pas pouvoir aller en transe parce que la transe, par définition, c'est un état de consentement, donc de lâcher prise, et il faut accepter de se laisser guider. Donc, si on a des inhibitions, ben, ça va créer des résistances. Mais on peut aussi jouer sur ces résistances, c'est tout l'intérêt justement de la résistance. Il n'y a aucune corrélation entre une induction rapide, instantanée, et une induction lente. Ce n'est pas parce que vous faites une instantanée avec une rupture de pattern que vous avez de la profondeur de transe. De la même façon, ce n'est pas parce que vous faites un body scan ou un PRM, là, progressive, en français, c'est relaxation musculaire progressive, ou une safe place ou un machin, vous avez de la profondeur de transe, en fait. Vous pouvez avoir juste un état de les yeux fermés, de la relaxation, hein, ce qui est souvent le cas. Donc, en fait, la profondeur, elle n'est absolument pas liée au type d'induction. On peut faire, je liste rapide les trucs qu'on avait dit pour faire un petit récap pour Julie. On peut faire des inductions rapides, instantanées, très douces. Ce n'est pas forcément de la street, hein, on peut vraiment faire des trucs très, très doux. Et voilà, après, on va continuer un peu sur la discussion. Alors, juste avant de continuer, je vais vous envoyer un truc que j'explique à mes élèves pour qu'ils comprennent bien. Alors, attends, je fais un partage d'écran. Alors, c'est le schéma qu'on a appelé le schéma OXO. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez le schéma? Voilà. Pourquoi OXO? Parce qu'il y a un O, un X et un O. Et c'est hyper facile avec ça. Vous savez gérer la profondeur de transe en hypnose. C'est très simple à comprendre. C'est un schéma, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça vient de Pierre Janet et ça modélise ce que faisait Dave Hellman
Et en même temps, ça rejoint les travaux d'Erickson. Quand vous êtes en haut, on est ici, on est conscient, ok? Donc, quand vous êtes conscient, vous avez un champ de conscience qui est assez important. Normalement, quand vous m'écoutez en ce moment, vous êtes à peu près à ce niveau-là, sauf ceux qui sont déjà partis en transe très loin. Quand on fait de la transe profonde stuporeuse, qui est donc le premier type de transe, en fait, c'est une différence qui est vraiment pas quantitative, mais qualitative entre les deux transes. Quand vous faites de la transe profonde stuporeuse, vous allez en fait ralentir le sujet, physiologiquement, psychologiquement. Donc, c'est vraiment le sujet qui s'enfonce, pédale. Ça, on le ressent vraiment. Et on le ressent très bien. Et un facteur très, très, très pertinent, c'est non pas les battements cardiaques, mais la respiration, le nombre de respirations par seconde. Par minute, pardon. Quand vous descendez votre sujet, en fait, c'est comme si vous diminuez la focale progressive de votre conscient. Et votre conscient, bah, c'est une petite cacahuète. Quand je parle de conscient, évidemment, le conscient, ce n'est pas là. Hein, c'est conscience du corps et de l'esprit. Voilà. Comment est-ce qu'on fait cette transe profonde stuporeuse? Tout simplement, on fait une induction et on fait des approfondissements. OK? Approfondissement, alors, il y en a 40 000. Ça peut être une respiration sur chaque expiration, de plus en plus bas, de plus en plus loin. Ça peut être du fractionnement, ça peut être du décompte, ça peut être des métaphores, ça peut être de ratifier tous les signes de transe. Plus la tête part en avant, plus vous allez plus bas, plus loin. Une boucle hypnotique, plus vous vous sentez bien, plus vous pouvez vous laisser aller encore plus bas, encore plus loin, etc. Ça peut être des enchaînements hypnotiques. Ça peut être aussi... 40 000, des techniques physiques. Alors, moi, je suis fan de toutes les techniques qui ne sont pas des techniques intellectuelles. Ce que je veux dire par là, c'est que si je dis à mon sujet, imaginez un ascenseur, un machin, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans sa tête. Donc, je préfère toujours systématiquement dire, par exemple, voilà, je prends votre bras, je le fais flotter en l'air. Le bras flotte en l'air, vous allez plus bas, plus loin, plus profond. Je laisse comme ça 30 secondes, je vais compter jusqu'à 3, le bras va redescendre au fur et à mesure de façon totalement automatique. Plus le bras descend, plus ça vous entraîne encore plus loin, encore plus bas, encore plus profondément. Et souvent même, je mêle une lévitation inverse. C'est-à-dire, je dis, et tandis que le bras droit descend, le bras gauche monte. Voilà. L'idée, c'est en fait de faire bouger et surtout d'avoir une matérialisation de la profondeur de transe. Il faut savoir que l'hypnose, elle est basée quand même sur la croyance. L'imagination, mais surtout la croyance, c'est-à-dire le degré de certitude qu'on a en nos pensées. Donc, du coup, au plus on crée des phénomènes d'éléments de confirmation pour le sujet, d'éléments de persuasion, au plus on crée des éléments d'approfondissement. Et ça, je rejoins entièrement Sandrine, il faut que le sujet il sache qu'il a été en hypnose et non pas qu'il avait les yeux fermés dans un état de relaxation avec une voix qui parlait. Il faut qu'il y ait des phénomènes automatiques qui se produisent. Donc, cette transe profonde stuporeuse, tout le monde la fait très, très bien intuitivement parce qu'en fait, on fait une induction, on fait un approfondissement et ensuite, on a tous les signes de transe. Est-ce que ça vous parle, ça? Ça vous semble normal, hein? Voilà. Comment est-ce qu'on quantifie la profondeur de transe dans ces cas-là? Tout simplement par rapport aux réponses du sujet, c'est-à-dire au plus on va aller bas, au plus on va aller loin, au moins il va répondre, effet retard au niveau de la parole. Au bout d'un moment, il ne pourra plus parler. Pourquoi? Parce que quand il arrive à ce niveau-là, très bas, ce qu'on appelle l'état Esdale, il est tellement bien, tellement peinard qu'il n'a plus du tout envie de travailler, de bosser, ni au niveau thérapeutique, ni même au niveau physiologique. Quand en hypnose opératoire, par exemple, c'est un état qu'on va rechercher parce que le sujet, du coup, il n'y a plus aucun mouvement, quoi. Le corps est débranché. Par contre, au niveau thérapeutique, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez compris que le conscient, il était tout petit, mais le subconscient, il est tout petit. Donc, on n'a pas accès au subconscient du sujet. On n'a pas accès à toutes ses fonctions motrices, émotionnelles, cognitives, etc. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'autre côté de la transe, vers lequel on va se diriger, alors, juste pour finir sur la transe profonde stuporeuse, on a tous les signes de transe dans ce cas-là, c'est-à-dire les signes oculaires, les signes respiratoires, les signes moteurs, etc.
Alors, perso, comment on peut faire de la transe tuporeuse? Moi, par exemple, au cabinet, une induction… Bon, moi, je suis helmanien, donc je vais faire des inductions, on va dire, plutôt helmaniennes, parce que ça me permet d'obtenir de la transe profonde somnambulique. Mais si vraiment je veux faire de la transe profonde stuporeuse, je vais dire au sujet, voilà, dans un instant, je vais prendre votre poignet, je vais prendre votre bras. Quand le bras est en l'air, les paupières se ferment, donc il est comme ça, et je vous montre le mouvement. Hein. Quand le bras s'abaisse, les paupières s'entr'ouvrent et vous pensez au sommeil profond. Quand le bras est en l'air, les paupières se ferment, fermées, entrouvert. Pensez au sommeil. Fermé, entrouvert. Vous faites ça 3 fois. Et après, vous bloquez, vous dites, je bloque le poignet, le coude, l'épaule. Plus le bras flotte en l'air, plus vous allez encore plus profondément dans cet état-là. C'est une induction instantanée, elle dure, allez, 5 secondes avec l'habitude. Elle est très, très douce, elle est élégante. Et surtout, instantanément, vous avez une catalepsie du bras. Elle est très facile à faire. Et surtout, il faudrait que je vous trouve des vidéos qui vous la montrent. Et surtout, l'avantage, c'est que très rapidement, on a un bon niveau de transe. Et après, on va pouvoir enchaîner sur plein de techniques. Parce que le bras est en l'air, on peut faire du signaling. Le bras est en l'air, on peut le faire retomber pour suggérer l'approfondissement. Le bras est en l'air, on peut le faire retomber et dire le bras droit descend, le bras gauche monte. Et vous avez une lévitation qui est beaucoup plus rapide à faire que si vous la partez d'en bas, tout simplement par effet de contraste entre les deux bras qui bougent. De la même façon, une fois que l'autre bras est en l'air, souvent pour développer de la transe, je vais dire par exemple, imaginez que vous prenez une craie, un stylo, etc. Et ensuite, vous allez tracer des lettres, etc. Enfin, il y a plein de techniques d'approfondissement partant de cette position-là et de cette induction-là. Voilà. Après, on peut faire, comme disait Ghislaine, tout à fait une induction style test idéomoteur, genre ballon libre ou les mains. Et au moment où les mains se touchent, à ce moment-là, on peut aller jusqu'à la catalepsie, essayer de décoller les mains. 1, 2, 3, sommeil profond. Bon. Voilà. Vous avez augmenté la suggestibilité du sujet. Donc, à partir de ce moment-là, l'induction, la suggestion est prise directement. La transe profonde somnambulique. Alors ça, c'est une autre paire de manches parce qu'en fait, c'est, à mon sens, la vraie transe hypnotique qu'on va et qu'on doit rechercher à la fois en hypnose thérapeutique, opératoire, médicale. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire, à ce moment-là, on a diminué le conscient. Et l'intérêt de diminuer le conscient, en fait, c'est surtout d'augmenter la place du subconscient. Donc, qui dit subconscient, dit au niveau du corps de l'esprit, les richesses, les apprentissages, les expériences de vie, etc. Plein de choses. Donc là, comment est-ce qu'on va faire, à votre avis, pour obtenir cette transe profonde somnambulique? Ouais, Chloé. Chloé, elle triche, elle lit. Ouais. On l'entend pas. Vas-y, trop bien. Ouf. Vas-y, je coupais le mien. Ok. Alors. Allô? Il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ok. On n'a pas entendu. Rien entendu. Hein? Un truc qui est rigolo pour retenir, en fait, pour comprendre comment on fait de la transe somnambulique en cabinet, il faut modéliser ce qu'on fait en hypnose de spectacle, tout simplement, ou en street. Mais évidemment, pas le faire de la façon street, parce que sinon, ça ne passerait pas bien. Il y a 2 techniques pour faire de la transe profonde somnambulique. La première, ça va être de créer des phénomènes hypnotiques et utiliser ce qu'on appelle l'échelle des phénomènes hypnotiques. OK ? Donc, en fait, le principe, c'est très simple. On va commencer par des phénomènes idéomoteurs, qui sont les premiers phénomènes hypnotiques. Ensuite, la deuxième technique, on va faire des catalepsies, des lévitations. La troisième technique, ensuite, on va passer à des changements émotionnels. Après, il y a des phénomènes en fait gradatifs. Ça vient vraiment de l'hypnose de spectacle. Ensuite, on va dans les amnésies. Dès qu'on a passé les amnésies, on est dans les phénomènes de transe profonde somnambulique, par définition. Je vous expliquerai pourquoi, si ça vous intéresse. Et après, on va dans les analgésies, anesthésies, et après dans les phénomènes hallucinatoires positifs et négatifs. En fait, l'idée, c'est pour ça que j'ai mis Pinocchio, c'est que quand vous êtes à ce niveau-là, là,
Imaginez-vous qu'en face de vous, vous avez, entre guillemets, un sujet qui est un peu comme une marionnette, un pantin en bois. Et il va falloir donner vie au subconscient à travers cette marionnette. Quand je parle de marionnette, ça n'a rien de péjoratif pour le sujet, hein. C'est vraiment l'image que j'en fais. Au début, pour lui donner vie, il faut faire des phénomènes physiques au niveau du corps. Des lévitations, il faut faire bouger, donc ça va être des mouvements idéomoteurs, ça c'est très facile à obtenir. Ensuite, des lévitations, des catalepsies. Et ensuite, progressivement, en fait, pour augmenter le subconscient du sujet, on va aller dans des phénomènes émotionnels et ensuite dans des phénomènes cognitifs. Et à ce moment-là, on a accès à toutes les ressources. Intuitivement, en fait, vous le faites tous en hypnose thérapeutique parce que souvent, vous faites des phénomènes hypnotiques, genre une lévitation, et à partir du moment où ensuite vous développez une communication avec le subconscient, alors ça peut être soit du signaling, soit de l'écriture automatique, mais assez peu utilisée, soit la parole, tout simplement faire parler le sujet. Parce que le sujet, en transe somnambulique profonde, il parle sans aucun problème en hypnose. Et ce qui est très intéressant, c'est que autant en transe profonde supureuse, on a tous les signes de la transe hypnotique qu'on connaît bien, les paupières, la respiration, etc. Autant en transe profonde somnambulique, aux transe profonde supureuse, on a tous les signes de la transe. Autant en transe profonde somnambulique, on n'a aucun signe de transe. Tout simplement parce que le sujet, il est là, mais avec son subconscient. La définition de la transe profonde somnambulique, c'est le sujet qui a des réponses totalement adaptées à son environnement, les yeux ouverts, mais avec des réponses uniquement au niveau du subconscient. Il n'y a plus d'interférence du conscient, parce que le conscient, par définition, c'est devenu une petite cacahuète, il est là. Est-ce que vous me suivez ou pas? Parce que je vais vous expliquer, en fait, il faut le voir en fait, pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Parce que si on l'explique, ça reste très théorique, mais en le voyant, alors je vais vous trouver une vidéo de transe somnambulique, par exemple, et je vais vous dire comment je fais. Juste pour finir avec ça, l'intérêt en fait, de la transe profonde, c'est quoi? Alors, la suggestibilité, ça on est d'accord. Donc, du coup, le patient va être plus à même d'accepter les suggestions qu'on va lui proposer. Et il y a toujours l'idée d'une suggestion, il faut qu'elle soit envisageable, réalisable, bonne pour le sujet. Et on ne peut pas lui donner un truc de dingue qui ne serait pas envisageable. Donc, il faut y aller pas à pas. Et Hormone McGill avait souvent cette phrase-là, il disait « Parlez au subconscient de votre sujet comme si vous parliez à un ami ». Et c'est une super technique pour d'avoir un bon rapport avec le sujet. Parce que moi, par exemple, au patient, je leur explique, voilà, on va devoir vous faire, par exemple, vous soigner, et afin que tout se passe dans le calme, la détente, la sérénité, je vais vous aider à aller encore plus profondément dans cet état. Voilà. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de présupposés en hypnose profonde. Il faut vraiment expliquer au sujet ce qu'on attend de lui. De la même façon, on lui dit, voilà, je vais vous donner des suggestions. Ces suggestions, ça va être comme des graines qu'on va planter dans votre imaginaire, dans votre subconscient, etc. Et qui, progressivement, de jour en jour, vont se manifester, etc. Donc, en fait, il faut souvent parler au subconscient comme un ami pour lui expliquer ce qu'on attend de lui et l'intérêt aussi qu'on a à lui donner ces suggestions-là. Ça, c'est la première chose, c'est la notion de suggestibilité. Mais surtout, l'intérêt de la transe profonde, en fait, c'est l'accès à des techniques. Par exemple, si vous voulez faire on va parler d'hypnose thérapeutique, si vous voulez faire de la régression à la cause, si vous voulez faire des thérapies des parties, si vous voulez faire d'autres techniques, des subliminales thérapies, etc., toutes ces techniques-là, vous ne pouvez les faire, ou même tout simplement si vous voulez faire parler votre sujet en hypnose sans ramener du conscient. Toutes ces techniques-là, vous ne pouvez les faire qu'en transe profonde. Si vous faites par exemple de la régression en transe légère, ça ne fonctionne pas parce que le sujet, il n'a pas accès à ces richesses. Transe légère, il va être là. Donc du coup, il va être juste en état de relaxation et il n'aura pas accès aux mémoires du subconscient. Okay. Donc l'intérêt en fait de la transe profonde, c'est que ce n'est pas un but, c'est un moyen. C'est comme si vous avez une bagnole, vous roulez toujours en première. Là, avec la transe profonde, vous pouvez rouler jusqu'en 5e. Comment est-ce qu'on quantifie cette transe-là? Alors, autant la transe profonde stuporeuse, on la quantifie par rapport aux réponses physiologiques.
et on considère qu'on est là, à peu près, quand on va être à 10 respirations, inférieures à 10 respirations par minute. Voilà. Et en même temps, quand on a un ralentissement, c'est on pose une question au sujet, il ne bouge plus, on lui demande de lever le bras, d'ouvrir les paupières, on voit qu'il n'a même pas le réflexe. Pour quantifier l'état le plus profond de la transe stuporeuse, qui est ce qu'on appelle l'état SDL en hypnose hellmanienne, il y a 4 tests qu'on doit faire dans ce sens-là. On a une anesthésie sans suggestion, c'est-à-dire on pince le sujet, on prend un clamp, on passe une aiguille, etc. Il ne sent rien, sans qu'on lui ait dit et sans qu'on lui ait donné la suggestion. Le deuxième test qui doit s'enchaîner avec ça, c'est une catalepsie des muscles mineurs, c'est-à-dire on demande au sujet ouvrez les paupières et on voit qu'il n'a même pas l'effort d'ouvrir les paupières. Troisième test, catalepsie des muscles majeurs. Et ensuite, le dernier test, c'est ce qu'on appelle une catatonie, c'est-à-dire on prend les membres et on les met dans des positions et on n'a pas du tout la sensation de la catalepsie. On a vraiment le sujet qui est ce qu'on appelle waxy, c'est-à-dire en cire, et qui reste dans cette position-là sans bouger. Voilà. Je vais vous montrer des vidéos, si vous voulez, de cet état-là. À ce moment-là, on est vraiment au stade le plus bas de la transe profonde stuporeuse. Ça ne va pas trop être intéressant pour travailler. La transe somnambulique, comment est-ce qu'on la quantifie? Alors là, c'est tous les travaux de l'école de Nancy, en fait, définit tous les niveaux de transe et en fait les phénomènes associés. On va tester, en fait. Si on ne teste pas, on ne sait pas. Quels sont les sujets qui ont des transes somnambuliques hyper rapides et très profondes? Posez la question. Au cabinet. Et ouais, les enfants. Et les enfants, ils vont être les yeux ouverts, ils vont bouger tout le temps. Oui. Et vous ne saurez pas dans quel niveau de transe ils sont. Par contre, tu leur dis 1, 2, 3, je disparais. Immédiatement, si vous avez l'hallucination visuelle, ils ne vous voient plus. Vous savez qu'ils sont en transe, ils sont là, quoi. Ils sont très profonds. Ce qui veut dire que la seule façon de quantifier ce niveau-là, savoir si on est là, là ou là, ça va être de tester. Et donc, on va tester, en fait. Pourquoi? Parce que les tests, c'est super intéressant. Ça va nous donner une confirmation du niveau de transe. Ça va nous donner, deuxièmement, un super élément de persuasion, ce qu'on appelle une technique de convincer. Et l'hypnose, ça fonctionne là-dessus. Hein. C'est l'imagination, mais c'est aussi la croyance, c'est-à-dire le degré de certitude qu'on a en nos pensées. Et surtout, c'est un super élément d'approfondissement, le test. Donc, comment on va tester? Eh bien, en fait, tout simplement, on va commencer par tester un mouvement idéomoteur. Dans un moment, je vais vous demander de bouger n'importe quelle partie de votre corps pour me dire oui. Et on va voir si ça fait touc, comme ça. Ensuite, on va tester par exemple une catalepsie. Je prends le bras, il flotte en l'air tout seul. On va tester une lévitation. On va tester ensuite une amnésie. Alors, comment tester une amnésie au cabinet en hypnose thérapeutique? On ne va pas faire oublier le prénom, etc. Donc, moi, je fais un truc très simple. J'ai dit, voilà, je vais enlever un chiffre entre 5 et 3. Et vous allez décompter de 10 à 1 sur chaque chiffre. Vous allez aller encore plus bas, encore plus loin, détendre 2 fois plus l'esprit. Et il commence 10, 2 fois plus détendu, 9, 8, 7, 6, et ils font 5, et je vérifie bien qu'ils aient oublié le 4. Si j'ai une amnésie, à ce moment-là, donc un chiffre, ça peut être une lettre, etc., à ce moment-là, je sais que je suis en transe profonde somnambulique, parce que la définition du somnambulisme, c'est l'amnésie. Quand on fait de la street, quand on fait de l'hypnose de spectacle, quand on a gagné l'amnésie, quand on sait qu'on a passé l'amnésie, là, c'est gagné. Le plus difficile, c'est ça, c'est d'aller jusqu'à l'amnésie et d'obtenir l'amnésie. Après, une fois qu'on a passé l'amnésie, on sent que vraiment, au niveau cognitif, on n'est plus dans le même monde au niveau de la transe. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi il y a 0 signe de transe? Tout simplement parce que le sujet il fonctionne totalement avec son subconscient sans interférence de l'esprit conscient qui est petit, qui est une focale qui s'est diminuée et l'autre a augmenté. OK? Ça, c'est le plus intéressant. Il faut savoir que toute l'hypnose du XXe siècle, c'est que de l'hypnose de transe profonde, en fait. Erickson, Hellman, toute l'hypnose médicale, toute l'hypnose thérapeutique, on ne se situe pas là, hein, on se situe toujours le plus bas profond. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où on a le maximum de réceptivité et surtout d'efficacité. Voilà. Il faut savoir qu'au plus on va en transe profonde, au moins on aura de séances à faire en hypnose thérapeutique. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est toute l'hypnose médicale du XXe siècle, surtout c'est toutes les études qui ont été faites par rapport au niveau de transe et à la corrélation entre les résultats qu'on obtient et le nombre de séances. Je vais vous montrer, est-ce que vous voulez que je vous montre des vidéos ou pas?
Oui. Allez, comme ça, après, on parle technique, que de la technique. Ça, c'était vraiment le seul truc à retenir. Alors, petite anecdote, il n'y a aucun signe de transe en transe profonde somnambulique. Et Erickson, dans les Collected Papers, à un moment donné, il raconte qu'il faisait que des démos, hein, Erickson. Il était pas, quand il faisait de l'hypnose, il ne faisait pas de l'hypnose, il ne faisait pas des cours d'hypnose, hein, il faisait que de la démo. Et à un moment donné, il fait venir un sujet, et donc il demande qui veut, donc c'était que des internes en psychiatrie, et il demande qui veut venir sur scène. OK, donc il y en a un qui arrive, et Erickson, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, n'arrive pas à l'hypnotiser, et même pas un début d'hypnose, quoi. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que quelqu'un connaît cette anecdote ou pas? Oui, c'est quelqu'un qui avait mis, comment on appelle ça, une résistance pré-hypnotique. Alors, il n'avait pas fait un saut hypnotique, ça c'est encore une autre technique. Par contre, en fait, il avait mis en transe profonde somnambulique. Et il lui avait juste dit, tu te désigneras volontaire, tu iras sur scène, et surtout, il sera impossible à hypnotiser. Donc, si Erickson, qui était peut-être l'un des opérateurs les plus fins en termes d'observation, n'avait pas vu la transe profonde somnambulique, je pense que personne ne peut l'avoir. En ce sens que la transe profonde somnambulique, on a vraiment l'impression que le sujet, quand je fais balader la fille avec la bouteille d'eau, elle est là, quoi. Et pourtant, elle n'est pas du tout là. Pourtant, elle est très loin. Elle est dans un rêve éveillé. Et les sensations qu'elle a, ceux qui ont fait de l'hypnose expérimentale, je pense à Ghislaine en transe profonde somnambulique, quand tu es dans un rêve éveillé, ben, c'est comme dans un rêve, en fait. Les phénomènes, ils apparaissent comme ça et ils te semblent vrais, comme dans un vrai rêve la nuit, quoi. C'est une expérience quand même très enrichissante de vivre ça, quand on peut le vivre. Ah ben ouais, moi je dis toujours aux praticiens, il faut expérimenter pour avoir une vue de l'hypnose, une compréhension de l'hypnose de l'intérieur et non pas vue de l'extérieur déjà. Et puis après, il faut avoir l'occasion de le faire, même si ça peut prendre 3 minutes, comme ça peut prendre 8 heures, quoi, selon les personnes. Alors, je vais vous montrer quelques vidéos, et puis après, on va parler technique, parce que c'est un peu le but du sujet. Donc, alors, des vidéos de cabinet, voilà, par exemple, je ne sais même pas ce que c'est. Tiens, on va prendre… C'est qui elle ? Alors voilà, tiens, on va prendre Laetitia, on va voir ce qu'on lui a fait. Alors, il n'y a pas le son. Alors, pourquoi il n'y a pas le son? Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Donc là, je lui prends le bras. Hop. Donc là, j'ai juste fait l'induction, OK? Donc là, il n'y a pas du tout de travail. En fait, quand on fait l'induction, souvent je dis à mes élèves, l'induction, ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez faire d'induction rapide, d'induction lente, aucun intérêt. Ce qui va être important, c'est la transe. Vous commencez à la gérer après l'induction. L'induction, l'image que j'en ai, c'est vraiment la fenêtre qu'on ouvre pour aller en transe. Mais après, c'est là vraiment que le travail commence. Alors, je vais montrer par exemple, alors ça va être plus intéressant avec les techniques. Ça me fait chier ce truc. Je vais mettre sur le côté. Donc, par exemple, on va voir. Alors, anesthésie. Ah ouais, tiens, voilà. Donc là, c'est une patiente qui n'a jamais fait d'hypnose. Je pense que Fabien Leroy, je vais en parler. Alors, si, elle avait fait 2 séances d'hypnose thérapeutique, pardon. Plus vous suivez bien les instructions, plus vous vous laissez aller, plus vous jouez le jeu, plus ça fonctionne. Ok. Je parle de maman parce que si vous voulez le message aussi. Allez. Comme ça, voilà. Alors, très facilement, vous allez prendre une grande inspiration. Donc là, j'ai eu faire l'induction d'Hellman. On verra pourquoi je fais ça. Et les paupières se ferment. Vous allez porter toute votre attention sur les paupières et vous allez les relâcher. Les relâcher, les détendre tellement que quand vous allez soulever les paupières, elles vont rester closes. Vous pouvez essayer. Vous cessez d'essayer et vous laissez partir la même relaxation comme une vague de la tête jusqu'au pied. Super. Dans un moment, je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez pouvoir entrouvrir les paupières et en les refermant aussitôt, vous allez doubler la qualité de cette relaxation. 1, 2, 3. Et vous refermez. Vous
relâchez 2 fois plus profond. Très, très bien. À nouveau, 1, 2, 3. Et vous relâchez 2 fois plus profond. Très, très bien. Allez, complètement. Donc, le corps commence à bien se relâcher au niveau physique. Les pieds, les jambes. Vous allez continuer à entendre tous les bruits du cabine, tous les bruits extérieurs, le secrétariat, l'assistante, le téléphone, la musique. Plus les bruits extérieurs sont de plus en plus présents. Vous allez aller de plus en plus loin. Le corps commence à bien se relâcher dans un instant. Je vais soulever votre poignet. Le bras sera totalement mou, engourdi, totalement détendu. Et un peu comme une serviette mouillée, quand il va retomber sur votre corps, à ce moment-là, vous allez pouvoir plonger 2 fois plus profondément dans cette état de relaxation. Donc, le corps est bien détendu, on va pouvoir détendre l'esprit, détendre le mental. Dans un instant, je vais vous demander lentement, à voix basse, de décompter en partant de 100. Sur chaque chiffre que vous allez prononcer, vous allez pouvoir doubler la relaxation de votre esprit. Très rapidement, à 97, 98, 96, peu importe, l'esprit sera tellement détendu que vous allez laisser partir tous les chiffres. C'est facile. Vous allez commencer lentement à voix basse. Et vous laissez partir les chiffres. Disparaître complètement. Ils sont tous partis. Donc là, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'induction de Develman. Okay, alors là, j'ai fait lente. Hein. Avec l'habitude, on l'a fait en 1 minute. L'induction de Develman, à mon sens, c'est le meilleur rapport qualité-prix des inductions. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on va comprendre que ça permet d'obtenir très rapidement de la transe profonde somnambulique. Voilà. Et l'idée, ça va être, au lieu de partir… Souvent, en fait, dans l'hypnose classique, on faisait ça. On faisait une induction, on descendait… Attendez, je vais repartager l'écran, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, souvent dans l'hypnose classique, on faisait ça. On faisait une induction, on approfondissait, et puis après, on commençait à faire des lévitations, des catalepsies, des machins, etc., pour tester le niveau de transe. Et puis après, on commençait à attaquer le travail thérapeutique. En fait, c'est un peu compliqué à faire. Enfin, ce n'est pas que c'est compliqué, mais c'est long. Et puis, c'est un peu contre-productif parce qu'on a tous l'expérience du patient qu'on descend là. Et puis après, quand on veut commencer à tenter une catalepsie, une lévitation, il est tellement bien qu'il n'a plus du tout envie de bouger, plus du tout envie de parler, et il ne fait pas le job. En fait, il ne fait pas le travail ni thérapeutique, ni même physiologique en ce qui me concerne quand je fais de l'hypnose opératoire. Et ça n'a pas d'intérêt parce qu'en fait, sauf si vraiment on veut partir dans la transe stuporeuse, et on a vu les indications, douleur chronique, douleur, burn-out, énergie, etc. Et c'est super intéressant. Hein. On a un patient qui fait de la dépression, qui a du burn-out, du machin. Des fois, ça ne vaut pas le coup de parler. Hein. Il vaut mieux le mettre dans un état de relâchement. Ça rejoint aussi les pratiques que fait Richard en hypnothérapie par rapport à cette idée de détente aussi, de relâchement des tensions, etc. Plutôt que de partir ailleurs. Par contre, alors la technique et la stratégie qu'on va utiliser, en fait, elle est différente. En fait, l'astuce, c'est que on va commencer ici, en fait. On va commencer à ce niveau-là. On ne va pas partir dans de la transe profonde stuporeuse. On va commencer par de la transe profonde somnambulique. Donc, l'idée, c'est qu'on commence à ce niveau-là du sujet. Et pour l'amener ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, on commence à faire des phénomènes hypnotiques. Ces phénomènes hypnotiques, comme en street, comme en hypnose de spectacle, on les fait graduellement, phénomènes idéomoteurs, des catalepsies, des lévitations, etc. Et si les phénomènes ne passent pas, à ce moment-là, poum, un petit coup sur la tête, on donne
des approfondissements de transe profonde stuporeuse, tout simplement pour aller vers le bas. En fait, quand un phénomène hypnotique ne passe pas, comme par exemple une amnésie, à ce moment-là, vous avez tout intérêt à donner un peu de profondeur et pour l'entraîner vers le bas, de faire de rajouter des techniques d'approfondissement de transe profonde stuporeuse. Alors, pourquoi je dis que c'est le meilleur rapport qualité-prix, l'induction d'Hellman? Parce qu'en fait, ce n'est pas une induction, en ce sens que tout ce que je fais, c'est uniquement des phénomènes hypnotiques qui se suivent. Dans l'induction d'Hellman, on va dire au sujet, prenez une grande inspiration, fermez les paupières, détendez-les totalement, complètement. Vous allez tellement détendre les paupières qu'en essayant de les soulever, les paupières vont rester closes. Vous pouvez essayer. Et là, hop, instantanément, on a une catalepsie des muscles mineurs. Ce qui veut dire que dans mon échelle hypnotique, j'ai déjà validé un premier barreau. Je sais qu'il est là. Okay, j'ai eu une catalepsie. Ensuite, le deuxième phénomène hypnotique qu'on va essayer de faire, ça va être une catalepsie des muscles majeurs, la main. Et là, je fais ce qu'on appelle une catalepsie molle. Catalepsie, la définition, c'est reléguer une partie du fonctionnement musculaire au subconscient, de façon automatisée. Donc, ça peut être rigide ou mou, une catalepsie. Et là, dans l'idée, en fait, l'astuce, c'est que plutôt que de faire une catalepsie rigide, qui est un peu trop hypnose de spectacle, pour voir si le subconscient a réagi, tout simplement, je fais une catalepsie molle. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, comme je teste à chaque fois, comme j'ai expliqué, ce test me permet d'avoir une confirmation, un élément de persuasion, mais surtout un élément d'approfondissement. Et à chaque fois que je donne le test à faire, j'ai toujours une suggestion post-hypnotique qui est, dans un instant, je vais prendre le bras, je vais le soulever, le bras sera totalement mou et relâché. Quand il va retomber, vous allez pouvoir approfondir 2 fois plus cet état de détente. Et en hypnose hellmanienne, on fait toujours des instructions et des prévisions, des anticipations. Et ensuite, la dernière étape qu'on va tester pour avoir la transparence somnambulique, on ne va pas monter jusqu'aux hallucinations, ça n'a aucun intérêt, mais on va tester les amnésies. Et l'astuce qu'a fait Hellman, en fait, c'est de créer ce qu'on appelle une amnésie par suggestion. Comment est-ce qu'on fait ça? On ne dit pas, vous allez oublier un chiffre, genre le 4. On dit tout simplement, dans un instant, je vais vous demander lentement de décompter en partant de 100. Sur chaque chiffre que vous allez prononcer, vous allez pouvoir doubler la détente mentale. Ça fera 100, 2 fois plus détendu, 99, 2 fois plus détendu, etc. Arrivé à 97, votre esprit sera tellement détendu que vous ne penserez plus aux chiffres, vous les laisserez partir, ils disparaîtront. Et là, on vérifie que le sujet fait 100, 2 fois plus détendu, 99, 2 fois plus détendu, 98, 97, boum. Et il y a un blanc dans l'esprit. Et à ce moment-là, on lui demande, est-ce qu'ils sont tous partis? Les chiffres, en l'occurrence. Et là, le sujet doit répondre oui, sinon on les fait disparaître. Alors, l'astuce, et c'est là où il faut bien comprendre en fait ce qu'est cette transe somnambulique, à vivre la disparition des chiffres, à vivre une amnésie, ce n'est pas un truc de dingue. Une amnésie, on en a tout le temps dans la journée. J'arrive au cabinet, je dois appeler un tel, machin, et puis j'arrive au cabinet, et puis j'ai oublié qui je devais appeler. Ou bien je ne me rappelle plus de, je sais pas, on va voir un film et je ne me rappelle plus du nom de l'acteur, etc. Donc l'amnésie, en fait, c'est pas je ne me rappelle plus, c'est je n'ai plus accès à l'information, tout simplement. Et à votre avis, quel va être l'intérêt de l'amnésie? Pourquoi est-ce qu'on fait une amnésie, en fait, pour valider la transe somnambulique? Du convincing? Ouais, alors convincer, on est d'accord, mais en fait, l'idée même de créer de l'amnésie, c'est quand tu crées une amnésie chez le sujet, tu sais déjà que tu es dans les phénomènes hypnotiques cognitifs, donc déjà, tu as déjà suffisamment développé le subconscient pour bosser, tu vas avoir accès à tout ce qui est mémoire aussi, parce que tu as accès, tu peux bloquer l'information, mais tu peux la retrouver, mais surtout, en fait, l'intérêt, c'est l'esprit, il est blanc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une sorte de blanc dans l'esprit, où les chiffres disparaissent. Et donc, comme il est blanc, entre guillemets, enfin, comme il est vide, il n'est pas blanc, le terme anglais c'est blank, mais c'est comme il est vide, à ce moment-là, son conscient va être en arrière, il sera toujours là en tant que spectateur, mais par contre, toi, ta voix en tant qu'opérateur, ça va devenir sa voix intérieure. Et elle va prendre la place de sa voix intérieure. Donc, du coup, tu auras ce qu'on appelle franchi le facteur critique, tu auras beaucoup plus d'acceptation de suggestion, tout simplement parce que tu n'auras pas cette partie de la conscience qu'on appelle le facteur critique, qui est le oui, mais. Oui, mais, j'analyse, je juge, etc. Ta voix va devenir sa voix intérieure.
Et ça, c'est très caractéristique et on sent vraiment qu'en street hypnose, quand on a l'amnésie, à ce moment-là, vraiment, on passe dans les phénomènes qui sont… quand on a l'amnésie, on sait qu'après, c'est fini. On peut avoir les hallucinations très, très vite, quoi. Voilà. En hypnose thérapeutique, c'est un petit peu différent en ce sens que finalement, souvent, quand on fait une induction, l'idée, ça va être de trouver un niveau de transe suffisant pour commencer à bosser. Donc, l'induction d'Hellman, en fait, moi, souvent, je me suis posé la question, qu'est-ce qui va me permettre d'aller le plus vite à l'amnésie? Et de toutes les techniques que j'utilise, parce que des inductions, j'en ai 40 000, etc. Si je fais, par exemple, à partir des tests idéomoteurs ou bien à partir du bras, etc. En fait, la technique qui me permet dans 1 minute d'obtenir l'amnésie par suggestion, c'est l'induction d'Hellman. C'est pour ça que je dis que c'est la meilleure technique rapport qualité-prix, parce qu'en fait, très rapidement, vous avez un niveau de transe qui va vous permettre de bosser, que ce soit en hypnose opératoire ou thérapeutique. Alors après, par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est une fois que vous avez ce niveau de transe, on va dire, qui est là, vous allez rajouter un peu de transe tuporeuse pour le descendre encore plus bas. En fait, c'est comme un petit plomb, entre guillemets, avec une corde. Au plus elle descend bas, au plus vous allez l'entraîner encore plus loin. Alors là, l'astuce, cette patiente, je vais la soigner, j'ai une dent à dévitaliser. Une dent à dévitaliser, pour ceux qui n'en ont pas eu l'expérience, c'est quelque chose qu'on peut pas, qui est c'est parmi les choses les plus sensibles au niveau de l'organisme parce qu'on est dans le nerf de la dent. Moi, en général, une technique comme ça, la patiente, elle vient la première fois, je ne vais pas faire une technique d'hypnoanesthésie, je m'en fiche, hein, ce n'est pas le challenge. Donc, du coup, je vais tout simplement la descendre. Mais là, en fait, elle va avoir un niveau de transe très profond. Alors, comment je vais la descendre? Donc, là, j'ai fait l'induction d'Hellman, lente, en prenant mon temps. Ça m'a pris, on va dire, 2-3 minutes. Quand vous avez l'habitude, l'induction d'Hellman, c'est 1 minute chrono. Vous installez confortablement. Hein? Alors, attends, je repartage l'écran. Donc là, je lui dis le fauteuil part en arrière. Voilà. Et dans le fauteuil, si vous avez besoin, en hypnose, on peut bouger, on peut parler, on peut faire tout ce qu'on fait. Souvent, je donne au sujet, ça c'est intéressant, et je pense que vous le donnez, soit dans le pré-talk, soit quand le sujet va en transe, vous pouvez bouger, tousser, parler, vous gratter, etc. C'est tout bête comme suggestion, mais c'est quand même vachement intéressant parce que souvent les sujets, ils sont un peu inhibés, ils ne savent pas trop s'ils ont le droit de tousser, de parler, de se gratter, voilà. De façon habituelle et consciente, sans que cela gêne en rien la qualité de la relaxation. Et sans rien faire, en vous laissant aller, vous allez pouvoir tout simplement approfondir cet état de détente, de relâchement. Quand je bras comme ça, je vais laisser flotter en l'air. Vous allez imaginer qu'il y a un petit ballon, il tient, voilà. Sentir progressivement que le bras flotte en l'air, ça va vous entraîner encore plus loin dans cet état de détente, de relâchement. Donc là, je fais une catalepsie du bras. Souvent, je laisse allez, une minute ou 30 secondes, même pas, peu importe. Et après, donc, je vais lui dire, par exemple, c'est une technique comme une autre, hein, il y en a 40 000, mais c'est une technique que j'aime bien parce que c'est assez élégant. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3, le bras descend et l'autre bras va monter en l'air tout seul. Et plus les sensations, plus les bruits, un petit peu les vibrations. Donc là, je lui fais que de la suggestion directe de façon à ne plus avoir à parler en hypnose opératoire. C'est-à-dire, je vais créer que des ancrages en fait. Je vais dire, voilà, plus il y aura de bruit dans la bouche, plus il y aura des sensations, des vibrations, etc., plus vous allez pouvoir aller encore plus loin, plus bas, plus profondément dans votre bulle. Parce que ça serait épuisant de parler tout le temps en même temps que je soigne. Voilà, alors j'avance un peu. Alors, attends, elle a fait son bras, voilà. Donc là, je lui dis, le bras va redescendre. Il s'entraîne encore plus bas, encore plus loin dans cet espace intérieur. Un peu comme dans une bulle. C'est simple, facile, tranquille. Le bras droit devient de plus en plus long. Là, ensuite, je vais faire une lévitation de l'autre bras. Alors là, maintenant, je ne le ferai pas comme ça, parce que ça, c'est une vidéo qui a été faite il y a, je sais pas, il y a 2-3 ans. Maintenant, je ferai
plus le bras droit, et c'est super important, la formulation de la suggestion. Je dirais, plus le bras droit descend, plus le bras gauche monte. Et à ce moment-là, vous avez la lévitation qui se produit automatiquement. Il peut y avoir une part consciente, on s'en fiche, ça n'a aucun intérêt. Mais au plus le sujet va accepter les suggestions d'abord de façon consciente, au plus ensuite il va les accepter de façon subconsciente. Et en hypnose, vous savez, vous allez continuer à plus longtemps. On a une très super attentive, hyper attentive. Je répète énormément toutes les suggestions, 4-5 fois au minimum, pour plus avoir à les dire après. J'avance un petit peu et là je fais, voilà, vous allez sentir une légèreté de la main et je fais une lévitation. Plus légère. Et vous entraînez encore plus loin, encore plus bas. Alors, je peux parler de sommeil, de détente, de relaxation. Pour moi, c'est des termes équivalents. Là, je vais faire une technique. Alors, souvent, en fait, toutes les techniques en hypnose hellmanienne, c'est des techniques qui sont toujours… La sémantique est toujours directe, c'est-à-dire, on ne fait que de la suggestion directe. Pourquoi on ne fait pas de la suggestion indirecte ou très peu? Parce qu'en fait, au plus on fait de la suggestion indirecte, au plus on ramène du facteur critique, c'est-à-dire du conscient qui vient analyser, qui vient juger. Alors que la suggestion directe, elle est simple, littérale, et elle est prise directement comme réponse automatique par le subconscient. Au plus vous dites, ah, est-ce que c'est… Au plus vous allez dire, et peut-être vous allez sentir peut-être une sensation dans la main gauche, peut-être de picotement, peut-être de légèreté, ou je ne sais pas, ou de machin. Et en fait, le conscient du sujet, il analyse tout ça de plus en plus. Et donc, du coup, ça va ramener du facteur critique. Il va dire, oui, mais alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la légèreté? Est-ce que c'est du machin? Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. Il faut faire de la suggestion littérale de façon simple pour avoir une réponse automatique. Ça, c'est la première chose. Par contre, toute la méthode est indirecte. C'est-à-dire, c'est le sujet qui va lui-même faire le job et ce n'est pas moi. C'est-à-dire, là, à ce moment-là, je vais lui dire, dans un instant, avec votre main, vous allez imaginer saisir une craie et vous êtes face à un tableau. Et vous allez marquer des lettres. Et ces lettres, vous allez ensuite, c'est l'alphabet du bien-être, qui est un truc qui est utilisé en gauche-chat, je crois. Vous allez dire, voilà, pour chaque lettre, vous allez trouver une valeur, une émotion, une sensation agréable. A, ça peut être amour, etc. Et une fois que vous avez cette lettre, vous allez la laisser rayonner, diffuser, etc. dans votre esprit, dans votre corps, etc. Et ensuite, vous effacez la lettre et vous détendez 2 fois plus profondément. Ce qui est important quand on fait quelque chose, un phénomène hypnotique, il faut toujours le corréler à la suggestion post-hypnotique qu'on veut obtenir. C'est-à-dire, là, ça va être la profondeur de transe. Et après, on fait la suggestion et au bout d'un moment, on serait tellement bien, tellement détendu que toutes les lettres vont s'effacer et vous allez partir encore plus profondément en transe. Donc là, on va la voir un peu faire ses lettres. Et imaginez face à un tableau noir. Imaginez, c'est à la fois visualiser, dans un temps sentir, peut-être un peu le voir fait, ressentir aussi les bruits. Poser un alphabet en partant de la lettre A. Et pour chaque lettre que vous allez trouver une valeur, une sensation, une émotion agréable. Ça peut être A comme apaisé, amoureux. Et une fois que vous avez trouvé un mot, une émotion, une sensation, une valeur agréable liée à cette lettre-là, dans l'alphabet, vous allez prendre un chiffon, l'effacer et détendre tout fois plus votre esprit. Et après, tout simplement, vous allez pouvoir passer à la lettre suivante, à la lettre B. Mais un autre mot, ça peut être beauté, bien-être, et vous allez composer comme ça un alphabet du bien-être, un alphabet du bonheur. Alors, au cabinet, il y a toujours du bruit, hein, le téléphone, l'assistante, etc. Il faut savoir qu'on peut faire de l'hypnose dans des conditions de bruit terribles. Hein. Ça ne gêne absolument pas la transe. Au contraire, on va jouer là-dessus. C'est moi, quand je travaille après avec les instruments que j'ai, les turbines, les contre-angles, l'aspiration, ça fait beaucoup de bruit dans la bouche. Et en fait, on va donner tout simplement 4-5 fois avant de commencer la suggestion au sujet. Plus vous allez en transe profonde, plus il y a de bruit, plus il y a de sensations dans la bouche, plus vous allez en transe profonde. Voilà.
Un peu comme tout à l'heure, quand vous voulez. Bon, j'avance un peu. Et là, on va commencer à bosser. Et en fait, instantanément, oui, du bruit, hein, c'est le bordel. Et en fait, là, comme elle a développé un niveau de transe très profond, on a eu l'hypnoanesthésie directe, sans suggestion. C'est-à-dire, elle sentait absolument rien et on a pu dévitaliser la dent. Et ce qui est très intéressant, vous allez voir le retour. En fait, la transe profonde somnambulique, le sujet revient très vite et très rapidement parce qu'il n'était pas en stuporeux. Donc, du coup, il va revenir en 10 secondes, même pas. Il n'était pas du tout dans le pâté, en fait. Il est hyper concentré. C'est vraiment son subconscient qui s'est activé. On va revenir ici à notre client. Vous sentirez super bien, détendu, totalement zen toute la journée en même temps. Vous avez de l'énergie. Vous allez prendre une grande inspiration pour amener de l'énergie dans le corps. Et là, on voit la réaction automatique du corps. À deux, vous pouvez bouger les bras, les pieds, les mains, amener de la conscience dans le corps, tout redevient normal. Vous pouvez vous étirer à 3, allez bien. À 4, ouvrir les yeux. Et à 5, vous revenez ici et maintenant. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est de la transe profonde somnambulique. Et là, on est allé jusque dans l'anesthésie, en fait, sans suggestion. Donc, ce qui veut dire qu'on est dans les hallucinations kinesthésiques négatives, qui est, donc là, c'est vraiment une transe profonde. Et c'est une patiente qui avait fait 1 ou 2 séances d'hypnose thérapeutique auparavant. Donc, du coup, c'est allé très vite. Et encore, j'allais dire, j'ai pris le temps de faire l'induction d'Hellman. Maintenant, j'aurai des techniques pour aller plus vite. Mais surtout, j'ai pris ensuite le temps de faire l'alphabet, le machin, etc. Si je faisais maintenant, je gérerais un petit peu différemment au niveau des techniques d'approfondissement. Voilà. Est-ce que vous avez des idées sur les techniques d'approfondissement, des choses à partager? J'ai dit, mais une question, cette femme, donc tu ne l'avais pas vue en rendez-vous avant. Non. Le seul rendez-vous en hypnose thérapeutique que je vais faire avant, c'est phobie dentaire. Voilà, c'est le seul cas où vraiment le patient, on ne le passe pas sur le fauteuil, on lui fait une séance d'hypnose thérapeutique et après, il fait séance d'hypnose sur le fauteuil. D'accord, ok. Voilà. Si j'ai bien compris, à un moment donné, après l'induction, tu as une croisée des chemins. Soit je prends le chemin de la stuporeuse, soit je prends le chemin de la somnambulique, c'est ça? Exactement, ouais. Et donc la différence, si j'ai bien compris, d'un côté, tu as le sujet qui est plutôt passif et de l'autre côté, il est plutôt actif. Ouais, alors en fait, c'est même plus subtil que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, dans ma façon d'un point de vue pratique, hein, dans la façon de comprendre l'hypnose, comprendre ce que je fais, c'est que pour moi, il y a les inductions d'un côté, d'accord? Ça va être l'induction au pendule, l'induction machin, etc. Tout ça, pour moi, ça n'a pas tellement d'intérêt parce que la définition, l'induction, c'est la première suggestion du sujet pour aller en transe, c'est tout. Donc, moi, l'induction que je fais, la plus simple, la plus rapide, c'est, je veux dire, prenez une grande inspiration, fermez les paupières. Vous allez tellement détendre les paupières qu'en essayant de les soulever, elles vont rester closes. Essayez. Hop, j'ai une catalepsie. Donc, j'ai franchi le facteur critique. Donc, en 5 secondes, j'ai mon induction. Tu vois? Ouais. Mais en fait, l'idée, c'est que soit si je veux faire de la transe stuporeuse, je vais partir sur de l'approfondissement de transe stuporeuse, c'est-à-dire des suggestions de ralentissement respiratoire, de fractionnement, etc. Si par contre je pars sur de la transe somnambulique, à ce moment-là, je ne le fais pas. Je vais partir que sur des phénomènes hypnotiques. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle l'induction d'Hellman, pour moi, ce n'est pas du tout une induction. C'est en fait que des processus qui te permettent de créer des phénomènes hypnotiques graduels. Tu pourrais, par exemple, si tu veux, moi souvent, je fais ça aussi comme induction, mais c'est plus long qu'Hellman, tu vois. Par exemple, je vais dire, imaginez à l'intérieur de vos mains, vous avez un ballon d'anniversaire. OK? Pour mieux imaginer, laissez vos paupières se fermer. Très bien. Imaginez, c'est à la fois visualiser, comme ça je fais du VACOG, hein, enfin du VAC au moins. C'est à la fois visualiser la forme, la couleur. OK, très bien. C'est sentir les mouvements des doigts. Là, tu vois des petits mouvements idéomoteurs au niveau du ballon. C'est en même temps entendre tous les bruits que ça fait quand ça couine, etc. OK. Donc là, déjà, j'ai
j'ai eu premier degré, phénomène idéomoteur. Ensuite, je dis, voilà, maintenant, imaginez que sur chaque inspiration, le ballon devient de plus en plus léger, de plus en plus grand. Ça va faire comme ça. OK, maintenant, on dégonfle le ballon, il se ratatine, et sur chaque expiration, il devient de plus en plus petit. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, il se ratatine. OK, je vais jusqu'ici. Ensuite, quand j'ai ça, je fais la catalepsie. Je dis, voilà, maintenant, le ballon disparaît. Imaginez quelque chose qui peut coller les mains. Ça pourrait être quoi? Du scotch, de la superglue. OK, plus vous allez essayer de décoller les mains, plus elles se collent 2 fois plus. Le mec, il tire. 1, 2, 3, sommeil profond. Là, déjà, tu as déjà validé au moins tous les phénomènes physiques. Tu vas dans les phénomènes, en fait, tu cherches à avoir l'amnésie. C'est le plus intéressant. Pour avoir ce vide, entre guillemets, au niveau de l'esprit. Donc, à ce moment-là, tu lui dis, voilà, dans un moment, je vais vous demander lentement, et puis en même temps, ça te fait un deepener, tu vois, un approfondissement, de décompter de 10 à 1, 10, de plus en plus détendu, 9, etc. Et tu vérifies qu'ils aient bien oublié un chiffre. Alors, pour l'astuce que j'utilise, c'est pour ne pas dire je fais disparaître le chiffre 4. Je dis, voilà, on enlève le chiffre entre le 5 et le 3, et quand vous allez décompter, ça fera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. OK? Et après, sur chaque chiffre qu'il va prononcer, 10, 2 fois plus détendu, 9, etc. Et je vérifie qu'il y ait bien l'amnésie. Voilà. Ou bien, truc très simple, je dis, voilà, imaginez, c'est quoi votre numéro de portable? Alors, 06, blablabla. OK, vous avez un grand saladier, vous mélangez tous les chiffres, tous les chiffres. Plus vous allez essayer de trouver le numéro, moins vous allez vous en souvenir. Prenez une grande inspiration, vous pouvez ouvrir les yeux, fermer les yeux, ça n'a aucune importance. Quel est votre numéro? OK. J'ai validé l'amnésie, donc là, le truc, c'est encore plus bas, encore plus loin, encore plus profondément. Okay? Mais le problème de toutes ces techniques-là, si tu veux, c'est que d'un point de vue médical, moi, ça me gêne parce que elles ont toujours un côté un peu street. Voilà. Alors, je fais de la street, hein, j'aime bien, c'est rigolo. Mais au niveau médical, en fait, l'idée, c'est ce qu'avait fait Hellman, c'est que tu transposes toutes les techniques en fait, d'hypnose de spectacle au niveau médical. Et donc, du coup, tu as tous les phénomènes de la gestion. C'est pour ça que moi, l'hypnose d'Hellman, l'induction d'Hellman, ce n'est pas en fait ce qu'on appelle une induction, c'est un processus de phénomènes hypnotiques que tu enchaînes graduellement et surtout rapidement. Et ça, c'est une astuce en fait. Parce que dans la définition de l'hypnose d'Hellman, c'est que tu franchis le facteur critique, c'est-à-dire la partie du conscient qui analyse. À partir du moment où tu as franchi le facteur critique, ben en fait, tu donnes des suggestions, elles sont acceptées parce qu'il n'y a plus de critique. Il n'y a plus de oui, mais. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a toujours du conscient. Donc, pour le sujet, on le sait, il y a toujours un observateur, il y a toujours un spectateur, etc. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est que les suggestions vont être de plus en plus acceptées à condition, non pas que tu franchisses le facteur critique de façon définitive, ça tu réussis jamais, mais que tu aies un temps d'avance au niveau du timing. Et ça vient de l'hypnose de spectacle. C'est-à-dire, si tu fais l'induction d'Hellman en 5 minutes, ça ne marchera jamais. Tu n'auras même pas l'amnésie à la fin. Et le patient va continuer à décompter. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il faut aller vite. Et pour aller vite, tu vas créer ce qu'on appelle l'amnésie par suggestion, c'est-à-dire, tu vas lui dire, dans un moment, je vais vous demander de décompter, etc. Mais en fait, comme tu as créé des phénomènes hypnotiques qui s'empilent au fur et à mesure, le patient, à chaque fois, tu as un coup d'avance par rapport à ce qu'il analyse ou à ce qu'il réfléchit en termes de phénomènes hypnotiques. Et ça vient vraiment de la street où tu as vraiment ce qu'on appelle ce drive, c'est-à-dire tu vas prendre une grande inspiration. Alors, vous allez voir, je vais vous trouver d'autres vidéos si vous voulez, où on voit ça, par exemple. Tu veux dire qu'une induction d'Hellman, elle conduit forcément à une transe somnambulique, elle ne t'emmène pas vers une transe stuporeuse? Ah ben, tu ne peux pas aller en transe stuporeuse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais dans un sens, par exemple, si tu fais une transe somnambulique, après, tu peux aller dans du stuporeux. Mais par contre, moi, souvent, tu vois, le problème en hypnose thérapeutique, je dis, il vaut mieux commencer par faire de la transe somnambulique, parce qu'après, tu peux partir dans les deux sens. Alors que si tu pars dans du stuporeux, et après, il y a aussi des patients qui ont une typologie de la transe qui va vers le ralentissement. Tu sais, ça, des fois, tu en vois, et c'est souvent des sujets très dissociatifs, et c'est souvent jamais un bon signe, on va dire, au niveau mental ou psychologique, parce qu'ils ont pris l'habitude de se dissocier énormément. Donc, souvent, c'est des expériences traumatiques précédentes dans leur chemin de vie. Et à ce moment-là, ils vont aller vraiment dans des transes très profondes stuporeuses. Et là tu ne peux rien en tirer, quoi.
aussi bien au niveau physiologique que même thérapeutique, parce qu'en fait, ils vont aller spontanément s'isoler complètement et donc ils vont être tellement bien qu'ils vont être ce qu'on appelle en SDL, c'est-à-dire ils ne vont plus bouger, ils ne vont plus avoir envie d'aller loin, on va dire de travailler, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de… Alors, je vais vous montrer, par exemple… Ah ouais, tiens, je vous montre ça. Et du coup, le MDR dans ces phénomènes-là, justement de trauma, où les gens ont tendance à aller plus dans dans la transe stuporeuse, tu utilises aussi Alors, perso, moi déjà, je ne suis pas formé à l'MDR, donc je ne l'utilise pas du tout. L'idée que j'en ai quand même, en EMDR, tu ne cherches pas du stuporeux, hein. Tu cherches pas, enfin, je ne sais pas pour ceux qui… Pour non, mais justement, tu me dis, on l'utilise dans le trauma souvent, enfin dans le SPT, dans les syndromes de stress post-traumatique. Et enfin, moi, j'ai pas d'expérience d'ailleurs directe, mais de ce que j'en ai entendu parler, ils utilisent ça justement dans les phénomènes de trauma importants, quoi. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont allés dans la transe stuporeuse d'eux-mêmes? Non, là, tu es vraiment, quand tu fais de MDR, tu es vraiment dans du thérapeutique, hein. Donc, du coup, tu ne cherches pas à ralentir le sujet. Au contraire, tu recherches à ce qu'il se rappelle quelque chose. C'est dans soit de la réminiscence, soit de la revivification, si c'est en transe somnambulique. Et c'est peut-être, à mon sens, la différence. C'est-à-dire, bon, moi, je n'ai pas d'expérience en EMDR, mais par contre, en hypnothérapie, l'expérience que j'ai, c'est en cas de traumatisme, phobie, etc. L'intérêt de la transe somnambulique, ce n'est pas de faire de la transe somnambulique pour faire de la transe somnambulique. Ce n'est pas un but. Par contre, c'est le seul moyen qui te permet de faire de la régression. Si tu ne fais pas de la transe somnambulique, tu n'as pas accès à la mémoire, aux mémoires permanentes du subconscient. Donc, du coup, tu ne peux pas faire la technique de régression. Voilà. Donc, en fait, la transe profonde, l'hypersuggestibilité du sujet, elle est intéressante, non pas en soi, mais tout simplement par rapport au phénomène que tu vas obtenir. Tu vois. Moi, par exemple, au niveau opératoire, ça va être vraiment pouvoir garder le sujet 1 heure, 2 heures en transe et créer des distorsions spatio-temporelles, lui faire croire qu'il n'a pas été opéré, lui faire croire que ça a duré 3 minutes, lui faire croire plein de choses. Et en même temps, gérer tout le confort, l'hypnoanesthésie si j'en ai besoin, etc. Et ça, je le fais parce que j'ai la transe profonde. Mais de la même façon, au niveau thérapeutique, moi, les thérapies vont être strictement limitées au niveau dentaire. Donc, ça va être la douleur, le tabac, l'alimentation, la phobie et le bruxisme, le fait de serrer, grincer les dents. Et en fait, tu retrouves toutes les indications de l'hypnose. Tu as la douleur, le stress, la phobie, le comportemental, etc. Et donc, la transe somnambulique, l'intérêt, c'est justement de faire une session, une grosse session de 2 heures pour ne pas avoir ensuite à avoir plusieurs sessions d'hypnose thérapeutique, parce que ça ne serait pas possible avec le cabinet. Ça, c'est une chose. Et puis surtout, comme je disais, l'accès aux techniques, en fait. Si tu fais de la transe profonde, tu as accès à tout, parce que tu as accès à tout le tube subconscient. Donc après, tu peux faire n'importe quelle technique, ça fonctionne de façon beaucoup plus efficace. Alors, je vais vous montrer, par exemple, une autre… Alors, c'est quoi? Donc là, on va voir, par exemple, ça, c'était une patiente. Donc ça, c'est les patients, par exemple. Elle a déjà fait de l'hypnose, donc je sais que ça va aller très, très vite, hein, l'induction. Donc là, elle avait mal au dos. Et alors, du coup, je devais lui soigner les dents, mais du coup, j'ai fait un protocole antidouleur en même temps que… Ah ouais. Là, c'est sûr qu'il est bloqué. C'est débloqué. Ok, allez. On va dans l'hypnose tout doucement. 1, 2, 3. Confortablement. En étant totalement relâché. Quand le bras tombe, à ce moment-là, tu vas pouvoir d'un seul coup cette étape. Très bien. Commencez à faire un prêt pour les dents. Attention, focaliser sur ton dos. Donc là, pendant que je soigne les dents, en fait, je vais faire un protocole antidouleur, etc. Mais le principe de l'induction, en fait, c'est de comprendre, bon là, elle avait mal au dos, je ne sais plus à quel endroit, elle avait des contractures, etc. C'est de comprendre que là, il y a une rupture de pattern, en fait. Tout simplement, je vais serrer la main et puis au bout d'un moment, j'interromps, etc. Mais du coup, on peut aller très, très vite et être toujours élégant. Et puis après, évidemment, je vais développer de la transe profonde, quoi. Est-ce que ça vous
est-ce que ça vous parle tout ça? Ouais, c'est top. Surtout avec tes exemples, la vidéo, c'est. Ah, ça coupe. Ouais. Vous m'entendez? Ouais. Oui, je disais ça, c'est très parlant, surtout avec les vidéos. C'est l'image vaut mille mots. C'est merci pour tous ces partages. Ouais. Au niveau d'Hellman, est-ce que ça t'arrive d'avoir des difficultés à avoir l'amnésie des chiffres? Et comment tu fais? Alors, déjà, je vais vous envoyer une vidéo sur l'induction d'Hellman pas à pas. En fait, l'induction d'Hellman, moi, l'idée, souvent aux élèves, je leur dis, c'est un peu comme piloter un Concorde. C'est-à-dire, au début, tu as l'impression que c'est très con comme induction. Et au plus tu l'as fait, déjà, au plus tu deviens. C'est comme quand tu joues que d'un instrument. Alors, je ne fais pas que Hellman, hein, sinon je m'ennuierais un peu au cabinet. Mais au plus tu ne fais qu'un type d'induction, au plus tu connais toutes les astuces de l'induction et tu sais évaluer les réponses du sujet, premièrement. Donc, c'est comme jouer que d'un instrument. Du coup, tu deviens quand même virtuose un peu de cet instrument. Et puis surtout, quand tu fais l'induction d'Hellman, tu apprends à gérer tout ce qu'on appelle les troubleshooting, c'est-à-dire toutes les cagades, toutes les merdes qui peuvent t'arriver à chaque étape. Et tu sais te réajuster instantanément pour aller très, très vite. Je vais te donner une idée, par exemple. Au début, tu dis, voilà, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration. Si la personne, elle ne prend pas une grande inspiration, déjà, elle ne te suit pas. Donc là, déjà, hop, tu t'arrêtes, tu vois. C'est vraiment une induction qui est très step by step. Et moi, j'aime bien parce qu'elle est facile à apprendre, facile à comprendre, mais par contre, elle est très fine. Et la difficulté, je trouve, c'est au début être très observateur pour savoir ce qui se passe. Et on va dire toujours une sorte de ping-pong en hypnose, hein, comme un tango à deux, tu vois, où tu as la réponse du subconscient du sujet, tu donnes ta suggestion, la réponse du subconscient, etc. Et si jamais tu n'as pas la réponse escomptée, immédiatement, tu as une astuce qui te permet de te réajuster. Je te donne une idée, par exemple. Au début, tu vas dire, prenez une grande inspiration, fermez les paupières, détendez-les totalement, complètement. Vous allez tellement détendre les paupières qu'en essayant de les soulever, elles vont rester fermées. Essayez. Là, tu vois, le sujet, il va faire ça. S'il les ouvre, à ce moment-là, évidemment, tu vas lui dire, OK, très bien, vous avez bien compris, maintenant, je vous demande de les détendre complètement jusqu'au point où elles seront impossibles à ouvrir. Tu vois? Donc, à chaque fois, il y a toujours, en fait, c'est comme un arbre, hein. Comme un arbre décisionnel, il y a toujours une astuce qui te permet de pallier. Alors, il faut comprendre que l'amnésie, c'est l'étape, entre guillemets, la plus délicate. Au début, c'est celle qui paraît la plus troublante. Et quand tu as l'habitude, tu l'obtiens, allez, on va dire, dans 90% des cas. Voilà. Donc, il y a des cas où tu ne l'obtiens pas, mais il y a une astuce. Il y a plusieurs, je vous la fais courte, mais si le sujet… Déjà, il y a des cas où le sujet ne parle plus. Ce que j'allais te dire. Il est tellement descendu que même plus il prononce les chiffres. Alors ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu peux avoir ce qu'on appelle un pseudo-somnambulisme et une aphasie, c'est-à-dire elle n'a pas à prononcer, mais par contre, les chiffres sont toujours là. Et toi, ce que tu veux, c'est qu'il y ait une sorte de blanc cérébral. Donc, à ce moment-là, tu peux lui demander d'ouvrir les yeux pour décompter, tout simplement. Quand vous avez un sujet qui va en transe profonde, stuporeuse, spontanément au fauteuil et en transe thérapeutique, demandez-lui d'ouvrir les yeux. Ou même faites un mouvement physique, prenez le bras, ou bien faites des mouvements automatisés. Vous dites, voilà, vous allez prendre vos bras et ils vont tourner tout seuls, comme des petits moulinets. Et en fait, le fait d'activer le subconscient, ça va l'empêcher d'aller dans du ramollo, quoi. Donc, l'astuce, c'est en fait, il y a plein d'astuces pour savoir bien la gérer et te réajuster tout le temps, quoi. Ouais. Et si, par exemple, il compte trop vite, si, par exemple, il ne compte pas assez, ou sinon, si tu ne l'entends pas, etc., s'il compte au-delà de la limite que tu lui as donnée, parce qu'en fait, c'est une limite totalement arbitraire, 97. Hein. Et en fait, l'astuce, toute l'induction est basée sur 3 principes. Déjà, la rapidité du contournement du facteur critique. Tu as toujours un temps d'avance. Ensuite, le plus important, c'est l'anticipation et la confirmation. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois que tu fais une technique dans l'induction d'Hellman, comme tu veux faire des phénomènes hypnotiques, tu ne les fais pas. Tu dis d'abord, dans un instant, je vais vous demander de blablabla, blablabla, et vous allez aller plus profond, etc. Tu vois. Et en fait, elle fonctionne parce que tu donnes au sujet, non pas des suggestions, mais des instructions. Et donc,
Comme au sujet dans ton pré-talk, tu lui as expliqué que l'hypnose, c'est hyper simple, il suffit de se laisser aller, de se laisser guider. À partir du moment où tu donnes des instructions, tu lui demandes de te suivre, quoi. C'est pour ça que c'est très, très, très intéressant. Et puis après, ça, c'est l'induction complète. Mais après, il y a ce qu'on appelle des shortcuts, qui fait qu'à la fin, la patiente, juste, tu lui serres la main et tu as créé un ancrage, tu l'as conditionné pour qu'elle aille beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Parce que l'idée, c'est qu'après, la partie d'induction n'ayant aucun intérêt en soi par rapport à la gestion de la transe, c'est beaucoup plus intéressant dans la transe profonde d'avoir à gérer ce que tu dois gérer, tu vois, au niveau thérapeutique, et le temps d'induction qui soit le plus court possible. Tous les phénomènes ensuite d'approfondissement, à mon sens, c'est là où il faut vraiment avoir le plus d'astuces. Tous les phénomènes d'approfondissement de la transe somnambulique vont être basés sur ce phénomène-là. Par exemple, l'autre jour, je racontais à Chloé, j'ai dit aux patients, donc je fais Hellman par exemple, et souvent, moi, je vais faire un bras en catalepsie, et puis l'autre bras qui remonte. Et là, c'est pareil, tu vois, avant, je faisais le bras qui descend, je disais maintenant, l'autre bras, alors je disais le bras descend de plus en plus lourd, il vous entraîne encore plus bas, plus profond, j'attendais que ça retombe, et l'autre bras devient de plus en plus léger. Et alors là, tu rames un peu, tu vois, parce que tu te dis, bon, au début, vous allez sentir des petits mouvements au niveau des doigts, au niveau des bras, et puis après le bras, le cou, qui devient de plus en plus léger, et puis, etc. Et puis en fait, à partir du moment où j'ai dit, le bras droit descend, le bras gauche monte, ça se fait automatiquement. Et là, quand le bras il est en l'air, ça m'intéresse parce que du coup, avec ce bras en l'air, je peux faire du signaling, je peux faire plein de trucs, ou je peux faire écrire, je peux faire dessiner. J'ai une patiente qui était pianiste, je lui faisais pianoter, tu vois, avec les doigts en l'air. Je peux faire aussi, et ça vient beaucoup de l'école de Nancy, tous les mouvements automatisés sont très intéressants. Par exemple, faites faire les marionnettes aux enfants, vous faites faire pédaler, faire du vélo, etc. Des filles qui font de la danse, vous mettez de la musique et vous leur faites danser avec les mains de façon automatique. Et ce qui est important, ce n'est pas le mouvement en lui-même ou ce qui se passe, c'est en fait, vous le liez toujours à une suggestion. Plus les bras se mettent à danser, plus les bras se mettent à tourner, plus vous allez encore plus loin, encore plus profond, encore plus bas dans cet état de rêverie, etc., de sommeil profond, tout ce que vous voulez. Donc, souvent, toutes les techniques que je vais utiliser, en fait, c'est des techniques qui vont me permettre de vérifier que le sujet il descende en hypnose et il soit dans le bon niveau de transe. Alors, ça peut être, on a parlé de l'appui, ça peut être aussi, souvent en hypnose hellmanienne, on utilise pas mal de revolving avec la tête. Ça, c'est intéressant. Ça crée une désorientation des schémas labyrinthiques au niveau de l'oreille interne. Donc, ça provoque une sensation comme ça de… Il peut y avoir, on peut faire des révolutions aussi oculaires. Souvent, on peut faire un fractionnement. On demande au sujet de regarder le troisième œil, tu vois, ou même le haut du crâne, etc. C'est intéressant. Toutes les techniques aussi d'activation du parasympathique, on va demander au sujet, par exemple, d'hypersaliver. Ou bien on peut mettre face au sujet, au moment où il ouvre les yeux, un faisceau de lumière très important. Moi, j'ai un cialytique, mais vous, ça peut être tout simplement la torche de votre portable, etc. Parce que vous allez provoquer une dilatation pupillaire. Et en fait, la dilatation pupillaire, c'est l'un des signes d'activation du système parasympathique, système de la détente. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les phénomènes hypnotiques sont les conséquences de la transe. Mais quand on prend des phénomènes hypnotiques, ils créent de la transe, ils génèrent de la transe. Et ça, c'est l'une des grandes forces de l'hypnose de spectacle, de comprendre qu'en fait, et de l'induction d'Hellman, c'est de comprendre qu'en fait, le phénomène hypnotique, normalement, il est considéré comme une conséquence de la profondeur de transe. Là, c'est l'inverse. On provoque un phénomène hypnotique et c'est lui qui va gérer la profondeur de transe. Et ça, c'est hyper puissant. Souvent, moi, un patient, pour l'amener en hypnose, je dis, voilà, je vais prendre le bras, je vais vous montrer par exemple des séances d'hypnose instantanée. Je prends le bras, plus le bras flotte en l'air, plus vous allez dans le sommeil profond. Et si tu as le bon timing par rapport au sujet, le mec, il va en transe profonde très rapidement. Et à ce moment-là, ce n'est plus la catalepsie qui est la conséquence de la transe, de ton phénomène hypnotique, dans ton échelle hypnotique. C'est en fait, la catalepsie devient le générateur de l'hypnose. Et au plus tu vas dans des phénomènes hypnotiques puissants, au plus ça va créer et générer de l'hypnose instantanément. Si par exemple, tu as quelqu'un, tu vois qu'il est hyper réceptif, tu lui prends une grande inspiration, hop, vous oubliez votre numéro de téléphone ou n'importe quoi, instantanément, tu vas le plonger en stade somnambulique. Et ça t'aura pris une fraction de seconde. Pourquoi? Parce que tu auras eu le phénomène hypnotique de l'amnésie qui aura déclenché en fait une transe à un niveau somnambulique. Et ça, c'est assez bluffant et c'est assez étonnant à voir. Et ça peut aller très, très, très vite, quoi, en termes de profondeur de transe. Et souvent, on dit que
l'induction rapide, enfin la vitesse d'induction n'a aucun intérêt. Et souvent, le truc qu'il faut comprendre, c'est que la profondeur de transe, vu que c'est que de l'hypersuggestibilité, elle peut être très rapide. Et on n'a pas besoin d'avoir des heures et des heures d'hypnose pour avoir de la profondeur de transe. Alors, une technique très simple, par exemple, comme technique d'approfondissement, toujours dans un truc physique, au patient, je lui dis, voilà, ça j'aime bien parce que c'est sympa, c'est rigolo. Et puis surtout, tu n'as rien à faire, tu vois. Donc, je lui dis, voilà, vous allez porter votre attention. Donc, souvent, ils ont les mains, ils sont sur le fauteuil, ils ont les mains sur la coudoir ou à plat, mais dans vos fauteuils d'hypnothérapie, c'est pareil. Vous allez porter votre attention sur vos doigts et vous allez focaliser toute votre attention sur le petit doigt de la main droite. Quand vous ressentez au niveau de la pulpe du doigt des pulsations cardiaques, tout simplement, le doigt va bouger tout seul de façon totalement automatique. Vous attendez quelques secondes et à ce moment-là, il va y avoir ça. Et là, vous allez lui dire, et vous vous laissez aller à vous détendre 2 fois plus profondément, ou bien aller dans le sommeil 2 fois plus profondément. Et maintenant, portez toute votre attention sur l'annulaire de la main droite. Et quand, pareil, vous ressentez les battements cardiaques dans la pulpe du doigt, hop, et là, tu vas avoir l'annulaire qui va faire tuc, voilà. Et après, tu lui dis, très bien. Et maintenant, tout seul, comme un grand, vous allez continuer à porter votre attention sur chaque doigt et les doigts vont se déplacer tout seuls. Et surtout, faites bien attention entre chaque doigt, une fois que vous avez la réponse, à vous détendre 2 fois plus profondément au niveau du corps et de l'esprit. Au bout d'un moment, vous serez tellement détendu que tous les bras vont se relâcher, que tous les doigts vont se relâcher et vous ne bougerez plus les doigts. En général, avec cette technique-là, ils n'arrivent même pas à la deuxième main. Parce qu'en fait, ils ont doublé à chaque fois la détente. Alors, c'est très subjectif, de toute façon, la profondeur de transe, parce que c'est de l'hypersuggestibilité. Et l'hypersuggestibilité aussi, c'est du lâcher-prise. Et pour qu'il y ait le lâcher-prise, il y a la croyance, évidemment, et l'activation de l'imagination. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est le sujet lui-même qui s'approfondit. Et au plus on fait des techniques comme ça, où le sujet lui-même s'approfondit, soit plus il y a de sensations, plus il y a de bruit, plus il y a, etc., plus vous allez bas, profond en hypnose, plus, en fait, il gère lui-même sa profondeur de transe. Et même souvent, je vais leur donner la suggestion, vous allez en Erickson, il leur disait systématiquement and now I want you to go deeper in trance or in the deepest trance that you can. C'est-à-dire, maintenant, je veux que vous alliez le plus, c'était même pas vous pouvez y aller, c'était je veux que vous alliez le plus profondément en transe. Et c'est une suggestion qui est très directe, très autoritaire, mais qui fonctionne très bien. Alors, de façon plus élégante, on va dire, et quand vous vous sentirez dans un état de profondeur suffisamment agréable pour qu'on puisse commencer à travailler, etc., à ce moment-là, vous pouvez tout simplement me le faire savoir. Ou bien, est-ce que vous connaissez la technique d'approfondissement pour aller en S-Dale? C'est une technique hyper simple et qui est aussi pareil, suggestion directe, mais par contre technique indirecte. C'est-à-dire, on dit au sujet, voilà, maintenant, vous êtes dans un état de détente, super détente, vous êtes très bien, vous flottez, etc., cool, relax. Mais il y a 3 paliers de relaxation, le palier A, le palier B, le palier C, qui vont vous permettre d'aller encore plus loin, plus bas, plus profond, jusqu'à votre niveau d'hypnose de plus profond, votre niveau de détente. Moi, je ne parle pas tellement d'hypnose à mes patients, je leur parle plus de sommeil profond, ou de détente, ou de relaxation. Voilà. Et je leur dis, pour aller au palier A, c'est très simple. Vous allez imaginer que vous prenez n'importe quel truc qui vous plaît. Ça peut être un ascenseur, un escalator, un petit chemin qui descend, qu'est-ce que j'ai dit, un ascenseur, un escalator, un escalier, enfin, une métaphore, n'importe quoi qui vous plaît. Ou souvent, je leur fais, vous allez porter votre attention sur votre respiration qui va vous permettre de descendre des paliers, parce que c'est plus intéressant, je trouve, de corréler à la respiration. Et vous allez aller encore plus loin, plus bas. Et quand vous aurez doublé la relaxation, la détente que vous avez au niveau du corps et de l'esprit, vous le signifierez tout simplement en disant « Ah ». Et là, tu attends. En général, 30 secondes, une minute après, le patient te dit « Ah ». Après, tu lui dis « Voilà, maintenant, on va aller dans le deuxième palier en dessous de la relaxation, qui est le palier B. Pour y aller, hyper simple, vous reprenez votre ascenseur, votre machin, votre truc, ou bien vous ralentissez votre respiration encore plus loin, plus profond, etc. Et vous allez au palier B. Quand vous allez au palier B, vous me le signifierez tout simplement en disant B. Là déjà, palier B, en général, il est quasiment inaudible. Il va être B, ralentissement. Ça, c'est pour aller en transe stuporeuse. Et au palier C, qui sera le plus bas de la relaxation, si vous n'arrivez pas à le prononcer, vous pourrez tout simplement me le dire en activant votre doigt. Voilà. Donc, c'est un super approfondissement qui est très intéressant. Vous pouvez l'utiliser partiellement. Et ce qui est très intéressant, c'est toujours de la technique directe, mais par contre,
la méthodologie, c'est le patient qui l'a fait, donc c'est toujours indirect. Et moi, j'utilise que des techniques comme ça où c'est le patient qui bosse, parce qu'en hypnose hellmanienne, on fait bosser le patient, c'est-à-dire on est pilote, mais lui, il est copilote et il a une partie du travail à faire au niveau du subconscient pour faire mouliner tout ça, quoi. Avec la technique des doigts, c'est pareil. Vous pouvez faire aussi du signaling. Un copain m'avait montré une technique, c'était rigolote, où on disait au patient, voilà, de 1 à 10, ça, c'est votre niveau de détente, et ça c'est votre niveau actuel, et ça, c'est le niveau de détente le plus bas. Et vous allez voir que, en fait, les doigts vont bouger au fur et à mesure que vous descendez vous-même dans la détente, etc. Et tu attends, en fait, les mouvements idéomoteurs, tout simplement, des doigts, et le sujet descend et détend. Quand vous êtes en transe tuporeuse, qui est le niveau dans le schéma là, XO, OXO, là, qui est au milieu, qui est ici, voilà. Vous devez être à peu près en état S-Dale à environ, allez, on va dire moins de 10 respirations 10 par minute. Voilà. Ça, c'est quand même un très, très bon signe. Ça, c'est validé par les neurosciences. Alors que là, non, là, il respire normalement. Il n'est pas du tout, il peut même être super actif. Il n'y a aucune corrélation entre la respiration et le niveau de transe. Je vous montre une dernière vidéo. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Sinon, je vous montre une dernière vidéo. Oui, pardon. Oui, oui, chez sportif de haut niveau, par le biais de l'auto-hypnose, est-ce qu'il peut arriver à une transe somnambulique ou c'est pas possible? Ah ben, c'est même le but ultime de l'hypnose sportive. Oui. Ouais. Ouais, En fait, alors, je t'explique comment ça. Enfin, par exemple, l'entraînement de l'équipe de France là, pour les JO en descente, tu sais comment ils faisaient? Alors, très simple. Déjà, il leur apprenait la technique d'auto-hypnose, etc. Ensuite, il leur faisait faire la course une première fois. OK. Ensuite, il leur faisait visualiser la course plusieurs fois en se focalisant uniquement sur les sensations, accélération, appui, etc. Et toujours donner des suggestions de confiance, voilà. Et puis après, les mecs, ils s'entraînaient en fait à aller en transe profonde somnambulique et à répéter la course plusieurs fois dans cet état-là. Mais en fait, de toute façon, le jour de la course, ils sont en transe profonde somnambulique. Quand tu es à ce niveau-là, tu vois, que ce soit surtout dans tous les trucs de vitesse, là, c'est plus le conscient qui réfléchit. Et la seule petite différence, le seul petit iota, ça va être entre le sportif, bon, déjà au-delà à performance sportive égale, on est d'accord, mais ça va être le petit iota entre le mec qui va prendre un peu plus de risques que l'autre, qui a aucune inhibition et surtout qui a totalement confiance en lui et qui va accélérer à un endroit où l'autre, il se sent un peu moins bien, etc. Donc, au plus tu travailles avec les sportifs, au plus tu as intérêt à travailler qu'en transe profonde somnambulique et surtout même à leur faire les gestes en transe profonde somnambulique. Tu vois, si par exemple c'est un golfeur, tu le mets en hypnose, style hypnose de spectacle, tu lui fais faire les mouvements carrément du club, du machin, etc. Si ce n'est pas possible parce que c'est au cabinet, à ce moment-là, tu fais imaginer. Et comme le cerveau fait très peu de différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il vit réellement, c'est une programmation. Mais c'est vrai que l'hypnose, au plus tu fais de la transe profonde somnambulique, quel que soit le sujet, au plus ça fonctionne, tu vois. Moi, par exemple, pour les sujets qui fument ou pour le bruxisme, je leur fais faire le geste de serrer les dents, d'avoir la cigarette, etc. Tu vois, et ils sont en transe profonde somnambulique, quoi. Donc, au plus tu actives le cerveau, au plus c'est intéressant, quoi. De toute façon, les sportifs, par exemple, moi je connais bien dans le domaine du golf, quand les gens font des performances, ils te disent qu'ils étaient dans leur bulle, sur un nuage, ou je me rappelle avoir discuté avec plein de collègues, d'amis, et ils te disent qu'il y a la distorsion du temps. Ils étaient en train de jouer trou par trou. Ils étaient vraiment dans l'instant présent et complètement absorbés. Spontanément, sans avoir appris l'auto-hypnose. Alors, à plus forte raison, s'ils l'apprennent. C'est la notion de flow, en fait. C'est Csikszentmihalyi qui a travaillé là-dessus. Et en fait, on est en hypnose, effectivement. Parce que quand on regarde les deux cerveaux dans le flow ou en hypnose, il y a des points communs énormes. Mais le problème, c'est pouvoir rentrer dans le flow parce que tous les sportifs,
les très grands arrivent plus facilement, mais ils n'y arrivent pas tout le temps. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Brice, mais au tennis, par exemple, c'est très, très compliqué parce qu'en plus, il y a des phases où on s'arrête. Donc, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus forts que d'autres pour réussir à rentrer pendant un certain temps dans le flow, quoi. Ah ouais, moi, je suis de l'avis de Ghislaine. C'est-à-dire les sportifs, déjà, c'est des super sportifs parce qu'ils sont très disciplinés. Donc déjà, ça, c'est intéressant par rapport à l'hypnose, surtout par rapport à l'apprentissage de l'auto-hypnose. Et puis, de toute façon, ils le font spontanément. Voilà. Donc après, il faut travailler à ce niveau-là. Et après, il y a différents sports. Moi, je fais de l'escalade. Donc, quand tu grimpes, tu es en hypnose. Voilà. C'est une évidence. Après, des copains qui font des trails, tu vois, des ultra-trails, des machins, etc. Ça, c'est super intéressant de leur faire travailler plein de trucs. Évidemment, la gestion de l'énergie, du sommeil, de l'épuisement, mais aussi même, tu peux travailler des activations d'endorphines, de trucs comme ça, tu vois. Les mecs qui sont super entraînés, ils deviennent des machines de guerre, hein, parce que justement, tu ne feras jamais d'un âne un cheval de course, mais par contre, à deux sportifs avec des performances égales, celui qui sera totalement désinhibé, qui va prendre le maximum de risques, qui aura totalement confiance en lui, il aura évidemment le plus de capacité à réussir, hein. Ça, c'est vraiment… Mais il y a tout un pan. On pourrait faire un chapter là, ça pourrait être intéressant sur l'hypnose et le sport parce qu'il y a plein de trucs à dire. Et puis surtout, c'est vachement ludique parce que justement, il faut faire bouger. Tu fais pas du tout une hypnose où le mec il est dans le fauteuil assis, hein. Tu peux faire de l'hypnose debout. Tu peux faire de l'hypnose. Au plus tu fais faire de mouvements, au plus c'est puissant et efficace, hein. Mais ça me fait sourire ce que tu dis parce que l'autre jour, j'avais quelqu'un qui fait de la pétanque à haut niveau et qui avait des problèmes en ce moment. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais. Qui avait des problèmes de concentration et donc il était en hypnose debout dans le cabinet et il tirait des boules, il faisait le geste parfait et c'était super amusant. La compétition suivante, ça a très bien marché. Voilà. Expérience. Ouais. Ah ben ça, au plus tu fais, plus tu fais bouger, au plus c'est puissant, efficace, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Voilà. Est-ce que vous avez, on va peut-être finir pour ce soir parce qu'on a fait quand même plus de 2 heures. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à est-ce que ça vous semble plus clair qu'au début, ces notions de profondeur de transe et de gestion dynamique de la transe? Ouais, carrément. Oui, complètement, ouais. Merci, ouais. Alors, l'intérêt, voilà, vous avez tous compris qu'en fait, on peut vraiment… moi, c'est un peu comme une bagnole, c'est-à-dire là, tu as accès à tout, tu as toutes les vitesses, voilà. Et en fonction du temps, pas du temps, mais en fonction de ce dont tu as besoin, tu peux faire de la transe légère, tu peux gérer… c'est vraiment la gestion de la transe, quoi. Et cette idée d'apprendre des inductions rapides, instantanées, à mon sens, c'est assez relatif parce que finalement, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu vas obtenir comme suggestibilité de ton patient, comme profondeur. Voilà. Et tu peux faire du lent et avoir un niveau de transe, entre guillemets, très léger, mais tu peux faire du rapide et avoir un niveau de transe très léger aussi. Il n'y a pas de corrélation, quoi, entre le type d'induction. Et après, comme on dit, souvent, la meilleure induction, c'est celle qui marche le mieux, quoi, pour vous, hein. C'est-à-dire celle avec laquelle vous êtes à l'aise, vous avez… le plus de facilité et voilà. Est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? Ouais, ça marche. Alors, ce que je pensais à partir de janvier, c'est qu'on passe peut-être à un rythme bimensuel. Moi, je vais avoir pas mal de taf là, début d'année. Donc, non, pas bimensuel, tous les 2 mois, quoi. Une réunion, non, pas bimensuel, non, sinon ça va être pire que tout. Non, qu'on fasse une réunion. Bimestriel. Ouais. Bimestriel. Bimestriel, voilà. Comme ça sera peut-être plus simple et puis ça permettra peut-être de pas préparer davantage, mais les gens qui interviennent pourront peut-être étayer davantage avec de la vidéo ou des supports comme l'avait fait Julie la dernière fois sur la gestion des traumas. Alors, qu'est-ce qui s'y colle la prochaine fois? Qui veut faire quoi? Est-ce que quelqu'un a une idée ou bien j'envoie un lien et puis on réfléchit et quelqu'un trouve un sujet qui lui plaît à présenter? Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un cas clinique, ça peut être une vidéo, ça peut être un bouquin, une formation qu'on a faite.
Voilà, surtout des trucs pratiques et qui donnent des outils. Je vais vous envoyer en PDF un petit truc sur les techniques d'approfondissement, mais vraiment, vraiment un truc rapide, hein, ça ne sert à rien d'en avoir 40 000. Sachant que même des techniques tout con, hein, le fractionnement, c'est super efficace. Hein. Moi, c'est vraiment ma technique favorite, hein, pour aller plus bas. Et je ne sais pas si quelqu'un a une idée d'un truc à présenter. Bon, j'envoie un mail et puis on voit. OK? Allez, ça sera le plus simple. Comme ça, tout le monde a le temps de la réflexion. Pourquoi on ne ferait pas plutôt sur un thème et chacun réfléchit de son côté comme on a fait ce soir? Ah ben ouais, ça peut être une bonne idée, ouais. Alors, qu'est-ce que tu proposes, Ghislaine? Je ne sais pas, on a parlé des sportifs, on peut parler des enfants, je ne sais pas. Allez, vous voulez faire quoi? Hypnose et sport, hypnose et enfants? Qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est pas mal sportif, ouais. Allez. Hypnose et sport, ouais. Allez, c'est bon. À te juger. Good. Ouais, parce que ça doit regrouper track en même temps. Eh bien, carrément, ouais. Compétition, etc. Ouais, carrément. Oui. Allez, on dit prochain, hypnose et sport. Donc, ça sera en février. On fait février. Quelle date alors? Quelle date? Parce qu'il y a des vacances en février. Ah ben oui, ça dépend des villes. Ouais. Alors, attends. Si on fait le 8... Ouais, c'est bon. Moi, c'est bon. Allez, on va dire 8 février. Allez. Good. Allez. Bon, mais passez bonnes fêtes. Hein, à l'année prochaine. Alors, des bonnes fêtes à tout le monde. À l'année prochaine. Bonne fête et merci. Merci à tout le monde. Et ce qu'on fait, j'enverrai des trucs, là, comme j'ai fait la dernière fois, à tous ceux qui étaient là, sur les techniques d'approfondissement, des vidéos, tout ça, des machins, des trucs. Après, si vous voulez, un truc qui est super intéressant. Alors, bon, c'est en anglais, mais c'était un super… il y avait un mec que j'aime bien qui s'appelle Sean Michael Andrews qui avait fait uniquement, je crois, il y avait 4 heures de vidéo que sur les techniques d'approfondissement. Voilà. Sachant que, bon, quand on a vu 10, tu as compris que c'était un peu toujours pareil. Mais bon, ça peut être intéressant de voir des trucs un peu variés. Et sachant que même si c'est en anglais, c'est quand même vraiment hyper… Enfin, tu comprends très facilement, hein, parce que les techniques… ouais, tu dis ça, mais à chaque fois, moi, j'ai une fracture du cerveau. C'est vrai? Bon, c'est pareil. Les vidéos, au bout de 10 minutes, je décroche. Ok. Bon, ben, je vous ferai en français alors. Je suis en hypnose. Avec du français, ça marche. Tu ne peux pas nous mettre en hypnose pour qu'on apprenne la langue étrangère rapidement. Ouais, ça, c'est le prochain stade. Allez. C'est pas ça? Ouais. Good. Passez les bonnes fêtes. Bisous à tous. Merci. Merci, Brice. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci. À l'année prochaine. À l'année prochaine, ouais. Au revoir.